Bonsoir, heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut se laisser aller aux confidences. Alors si vous vous sentez un peu seul, un peu perdu face à une situation que vous n'arrivez pas à démêler, eh bien appelez-moi 39 21 et avec l'aide des auditeurs, eh bien nous essaierons de vous aider un peu à avancer. Ce soir au 39 21, vous serez accueillis par Paul et Quentin et c'est Philippe Chartier, bien sûr, qui est à la réalisation de l'émission. Et comme vous le savez, vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, les SMS au 7 39 21, que vous commencez par le mot nuit. Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Patrick qui est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de me prendre à l'antenne. Vous êtes le bienvenu, hein, Patrick. C'est très gentil, mais je suis très impressionné. Ah, vous êtes un peu intimidé. Vous voulez que je vous aide un petit peu pour démarrer? Après, ça va aller. C'est les premières minutes qui sont un peu difficiles, mais après, j'ai entendu votre message sur le répondeur. Vous avez laissé un message à 14h et quelques, je crois. Donc, j'en profite pour dire qu'il y a un répondeur de la libre antenne et il est possible de laisser des messages 24 heures sur 24. Voilà, comme vous l'avez fait. Et vous vous exprimiez très bien, donc il n'y a pas de souci. En fait, vous êtes tombé amoureux d'un homme qui fait partie de votre syndic. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai 44 ans. Oui. Et en fait, je suis homosexuel depuis tout le temps, en fait. Et dans ma vie, j'ai pas franchement eu beaucoup d'histoires d'amour et d'aventure, en fait. Parce que j'ai passé plus de temps à essayer de m'en sortir, à bâtir quelque chose. Et j'ai laissé un petit peu ma vie sentimentale en déshérence. Voilà. Et j'étais retombé dans une routine et ça ne m'effleurait même pas de regarder quelqu'un ou de penser que je pouvais tomber amoureux de quelqu'un, en fait. Et il y a 6 mois de ça, j'ai acheté un appartement. Oui. Et il y avait beaucoup de travaux à faire. Et entre tous les travaux à faire, les devis, les artisans, les architectes d'intérieur, c'était un peu la galère. Et puis, il m'est tombé en plus un jour, je passe dans cet appartement et je me rends compte qu'il n'y a pas d'eau dans l'appartement. Alors, ce que je fais, c'est que je vais voir l'agence immobilière qui me dit de me tourner vers mon syndic. Oui. Donc, je pars à mon syndic. Il y a 3 semaines de ça, normalement, sans vraiment, voilà. Et oui, plutôt soucieux d'ailleurs d'essayer de régler ce problème, quoi. Plutôt, voilà, de régler l'eau, en fait, voilà. Parce qu'en fait, je suis un garçon pas du tout bricoleur. Je sais rien faire, je sais même pas mettre une tringle à rideau, je sais tout juste mettre un cadre au mur, et encore, quand ça tient. Ah oui. Ouais, oui, donc je vous comprends, je suis pareil, mais c'est vrai que du coup c'est un peu embêtant, hein, le quotidien, et surtout quand on emménage quelque part. Oui, puis ça peut coûter très cher, en fait, de rien savoir faire. Alors, ça, c'est terrible. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas... Oui, non, mais c'est vrai que quand on c'est se servir de ses doigts qu'on est habile, manuellement, c'est formidable. Ça fait gagner beaucoup de... Ça fait gagner beaucoup d'argent, c'est vrai, oui, parce que tout a un coût, évidemment. Oui, tout a un coût, oui. Donc, bon, enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, vous... Tout à fait. Donc, en fait, il faisait beau cet après-midi-là, et puis je me suis dit, je vais aller au syndic pour savoir pourquoi j'ai pas d'eau. Et donc, je suis parti au syndic, qui est quand même à l'autre bout de Toulouse. Moi, je précise, je n'ai pas de voiture et je fais tout en Vélib, en fait, parce que je travaille en centre-ville. Oui. Et quand j'ai regardé un petit peu où se trouvait le syndic, j'ai dit, oui, c'est quand même un petit peu loin, puis c'est en haut d'une côte, enfin, c'est pas grave. Oui, c'était pas terrible. Et donc, j'arrive au syndic et la personne à l'accueil me dit, j'expose mon problème d'eau et la personne me dit de patienter et qu'il y avait une personne qui allait arriver pour me renseigner. Et là, il est descendu ce jeune homme, en fait, et quand il m'a parlé, ça a été... Vous aviez oublié que vous aviez un problème d'eau. Absolument, Caroline. C'est-à-dire que il était... à ce point-là. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a d'abord totalement renversé, c'est transporté, c'est sa voix. Il parle doucement, calmement. Et
ça, c'est et d'une gentillesse, des grands sourires. Bon, alors là, moi, j'ai fondu sur place et ça m'a fait vraiment une étrange sensation, je dois dire. Et donc, je lui ai exposé ce problème d'eau. Il a été très patient, très gentil. Il m'a tout expliqué en détail. Il m'a dit de repartir à cet appartement pour mettre en marche l'eau, le compteur. Ce que j'ai fait. Et en fait, comme je ne sais rien faire, je ne suis pas du tout arrivé. Mais pas du tout. Oui, tout devient compliqué, oui. Ouais, et en plus, il m'a dit, vous allez dans le compteur du couloir et vous verrez, vous avez les compteurs, il faut ouvrir. Et en fait, moi, j'ai dû fermer, ouvrir tous les robinets. En fait, plus personne n'a dû avoir d'eau sur l'étage, quoi, parce que j'ai rien fait de bon. Oui, vous avez fait tout à l'envers, quoi. Absolument, Caroline, tout à l'envers. Bon. Donc, je suis reparti au syndic et je lui ai dit que je n'y arrivais pas. Alors, il m'a dit, toujours aussi charmant, il m'a dit, mais vous n'avez personne dans votre entourage qui pourrait vous aider? Et alors, je lui ai dit, ben non, j'ai personne dans mon entourage qui pourrait m'aider. Et bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est que j'ai lancé un petit mensonge, mais je sais. Enfin, c'est pas très beau, mais qu'est-ce que vous... Oh, c'est pas très grave, certainement. Non, qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, je lui ai dit la phrase suivante. Je lui ai dit, ben, de toute façon, ça fait 15 jours que je suis célibataire. En fait, c'est pas vrai, ça fait 100 ans que j'ai personne dans ma vie, quoi. Vous voyez, Caroline. Oui, et oui, c'est marrant que vous ayez... Bon, vous vouliez lui dire que vous étiez libre, d'accord? Je pense que c'est peut-être ça. Oui, c'est une façon de dire... C'est un message subliminal. Et donc, je lui ai dit, ça fait 15 jours que je suis célibataire. La personne qui partageait ma vie auparavant était très bricoleur. Savait faire beaucoup de choses. Et moi, je ne sais rien faire. Et là, il marque un temps d'arrêt, il me regarde, il me fait un très, très grand sourire. Et il me répond, ah bon, il me dit, il était pas bricoleur. Et dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce que je fais si homosexuel que ça pour que de suite il pense que je suis avec un garçon? Parce qu'il aurait... Enfin, j'ai trouvé ça un peu... Ça dépend, parce que tel que vous formulez, là, tel que vous me le dites à moi, vous dites la personne avec qui j'étais, vous avez dit il n'était pas bricoleur. Non, c'est lui qui m'a dit, mais est-ce qu'il n'était pas bricoleur? Mais moi, j'ai dit la personne... Bon, il voulait s'en assurer, quoi. Il a relevé... Voilà, il a relevé, et puis donc moi, je me suis engouffré dans la brèche. J'ai dit, ah non, j'y étais pas du tout... j'y étais très bricoleur, et voilà. Et du coup, j'ai ressenti comme des grands sourires. J'étais... Comme une complicité, vous voulez dire? Peut-être, à ce moment-là, un peu? Oui, parce que il a été très calme, très gentil. Il est venu près de moi. Il a marqué son mail de professionnel et tout. Il m'a dit, si vous avez un problème, appelez-moi. Et là, du coup, moi, j'ai été totalement transporté, quoi. C'est sa douceur qui vous a plu, en fait. Oui, Caroline, c'est absolument ça. C'est sa douceur. Oui. Et en plus, comment vous dire... Oui, on ne s'attend pas. En plus, en même temps, je vous comprends. Moi, je l'ai pas vu ce jeune homme, mais dans ce genre de situation, quand on est où tout devient un problème, quand on n'est pas bricoleur dans un quotidien qu'on emménage et où en général on rencontre à ce moment-là des gens, le syndic et autres, où on est dans des rapports qui sont pas forcément empreints de douceur. Enfin, c'est des rapports cordiaux, mais on dit toujours que c'est cher et que c'est ci et que c'est là. Et c'est vrai que moi, dans ma démarche, je ne m'attendais pas à être confronté à cette situation que je trouve à la fois horrible à vivre et à la fois merveilleuse. Pourquoi horrible à vivre? Oui, parce que moi, je vois le bon côté des choses pour le moment, mais je vous dirais... Pourquoi c'est horrible à vivre? Je ne comprends pas. Eh bien, parce qu'en fait, c'est horrible parce qu'en fait, je vous dirai pourquoi c'est horrible tout à l'heure. Vous pensez à lui depuis vous? En fait, il ne quitte pas. Vous l'avez toujours à l'esprit, quoi. Je vais passer ridicule pour vous, Caroline, et pour les auditeurs qui nous écoutent, mais je sais pas si c'est ça l'amour, parce que je suis tombé amoureux qu'une fois. Enfin, là, je pense que c'est la deuxième de toute ma vie. J'ai 44 ans. Mais je me lève, je pense à lui, je me couche, je pense à lui, si je pense trop fort à lui, je peux me mettre à pleurer comme un gamin. C'est totalement puéril, c'est totalement ridicule. Mais je suis un grand romantique. Oui, j'entends ça. Si, oui, on peut dire, je pense, sans trop se tromper, que vous êtes amoureux. Ouais, je pense que je suis amoureux. Ça y ressemble, si vous couchez en pensant à lui, ou vous levez en pensant à lui, ou... Oui. Mais je fais je suis plus du tout le même depuis 3 semaines, c'est-à-dire que moi je fais de la natation à peu près 3 fois par semaine. Hein. J'essaie de faire 50% longueur
chaque fois que je vais à la piscine, j'essaie de faire quelques longueurs. Vous êtes sculpté un corps d'athlète alors là? Non, je suis juste un peu dessiné, mais je suis pas ni bodybuildé, je suis normal. Ah c'est bien, c'est mieux d'ailleurs. Oui. Non mais bon. J'aime bien comment vous dites ça, un peu dessiné. Un peu dessiné, mais pas mal, j'imagine, si vous allez nager 2 à 3 fois par semaine et que vous faites 100 longueurs, vous êtes modeste, mais bon. Mais c'est bien, voilà. Vous aimez... Et vous n'y arrivez plus, là, ou... Eh ben donc, en fait, si, en fait, ce qui m'arrive, c'est que là, je vais nager. La dernière fois que je suis allé nager, j'ai nagé jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que je l'ai tellement dans la tête que j'ai fait 200 longueurs de 25 mètres. Je suis sorti, j'étais même pas fatigué. En rentrant, je suis parti, j'ai été courir 10 km. Et je suis rentré à la maison, j'étais toujours pas fatigué. Oui, non, bon. Et, oui, ça vous donne une énergie dingue, extraordinaire. Une énergie dingue, et à la fois, là maintenant, je suis très fatigué parce que je dors pas non plus les nuits. C'est-à-dire que je commence à penser à lui. Vous avez déjà connu un peu un état comme ça, puisque vous dites que vous avez eu très peu, aimé peu de fois, mais est-ce que déjà vous avez vécu quelque chose aussi intense? Oui, une fois. Oui, il y a 10 ans. Je suis tombé amoureux d'un garçon que je trouvais très beau. Et oui, une fois. Et là, pareil, j'étais. Je me souviens, j'étais pas tout à fait, j'avais pas tout à fait le même corps, mais j'avais décidé de mincir. Et pareil, je m'étais mis à fond dans le sport. Je faisais des kilomètres en vélo. Ah oui, un peu pour lui, pour essayer de lui plaire. D'accord. Oui, et depuis, vous n'avez pas arrêté? Disons, je fais je cours beaucoup, je fais un peu de natation et donc voilà. C'est bien. Mais ça veut dire que vous-même en vous dépensant comme un fou dans le sport, vous n'arrivez pas à vous épuiser toute votre énergie. Vous avez une énergie incroyable. Ça vous coupe l'appétit ou pas? Vous arrivez non, je mange beaucoup moins. Ça fait 3 semaines que je mange parce qu'il faut manger quelque chose. Bon, écoutez, il n'y a pas de doute. Si vous appeliez pour avoir une confirmation, oui, on peut dire que vous êtes amoureux. Je pense je pense que vous êtes très dingue amoureux. Là, on va s'accorder tous sur le diagnostic. Moi qui suis un peu centré sur l'esthétique de temps en temps, c'est-à-dire, je suis pas fashion victime, mais je veux dire. Voilà, je regarde les courants de la mode, s'il y a une basket à acheter, je l'achète. Oui. Et alors lui, par contre, pour revenir à lui, Caroline, il n'est pas du tout comme ça. Il est même un peu style agriculteur, et j'adore. Il n'est pas à la mode, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un garçon qui est très à la mode. Oui, vous aimez bien ce côté un peu décalé, mais qui peut exprimer une certaine personnalité. Voilà, mais je préfère finalement, là, depuis 3 semaines que je l'ai en tête, je préfère ça finalement, vous voyez. Ça m'a révélé que je préfère des gens peut-être plus simples et plus authentiques. Et c'est ça de ce que vous percevez de lui, finalement. Oui, parce que au fond, vous savez très très peu de choses de lui. Oui, vous avez raison, Caroline, je sais. Finalement, vous savez très peu de choses de lui, puisque vous ne l'avez pas revu depuis... Alors, si, je vous raconte la suite. Donc, en fait, il m'a donné rendez-vous à l'appartement pour remettre l'eau. Et donc... Donc, c'est lui qui est venu vous dépanner? Oui, mais alors, entre-temps, alors il faut que je explique, c'est un peu cocasse. Entre-temps, moi, j'ai fait appel à des peintres pour qu'ils repeignent l'appartement. Et un dimanche, j'avais rendez-vous sur le chantier, et je vois un peintre qui, au moment que je pars, se lave les mains. Mais je dis, mais il y a de l'eau. Je dis, mais il y a de l'eau dans l'appartement. Donc je leur demande s'il y avait de l'eau dans l'appartement. Oui, il y a de l'eau dans l'appartement, il suffit simplement de tourner un robinet qui est derrière le cumulus. Je dis oui, c'est vraiment pas futé, Patrick. Il y avait de l'eau dans l'appartement. Oui. Et je me dis bon. Non, mais je comprends très bien parce qu'une fois, moi, j'étais là, c'était le grand drame. Il y avait plus de lumière dans l'appartement et en fait, c'était juste des interrupteurs. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais à un moment, il y avait un enfant qui avait appuyé et donc il y avait plus la lumière quand on appuyait sur l'interrupteur. Mais c'est donc je comprends très bien que vous puissiez paniquer pour des choses qui sont totalement dérisoires au départ. Des broutilles. Mais pour revenir à votre
à votre jeune homme là du syndic. Donc il est venu voir votre appartement. Enfin, il est venu finalement. Ouais, alors je vais voir. Parce que qu'on se perde pas trop. L'important c'est pas tant. Je sens évidemment, c'est normal d'ailleurs. Vous avez un grand plaisir à raconter ces moments parce que ça vous permet de les revivre. Mais peut-être, donc c'est évidemment très intense pour vous. Mais par rapport à ce que peut-être vous attendez de moi, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous attendez, si vous avez besoin d'en parler ou vous vous demandez quelle attitude après tenir, je ne sais pas au fond quelle est votre attente. En fait, moi, mon attente, c'est de vous appeler pour vous raconter. Bon, je ne vais pas vous raconter dans les détails. Peut-être pas trop dans les détails, si vous le permettez. Je comprends que évidemment on a envie de rentrer dans tous les détails parce que oui, on revit ces moments avec beaucoup d'émotion. Tout à fait. Donc en fait, bon, pour faire relativement court, il est bienvenu pour me dépanner en fait. C'était lundi 2 mai, donc moi, si vous voulez, j'ai passé déjà toute la nuit du dimanche jusqu'au lundi à ne pas dormir, ou très peu. J'ai fait ce qu'il ne fallait sûrement pas faire, mais je l'ai fait. À 3h du matin, je dormais pas, je lui ai envoyé un mail, parce que j'avais son mail professionnel. J'ai envoyé un Au syndic ? Oui, j'ai envoyé un mail, Caroline, à 3h du matin. Bon, remarquez, maintenant, les gens envoient des mails à toute heure, donc... Bon, en fait, voilà, j'ai envoyé un mail pour lui dire que je l'attendais demain à 11h pour le problème de nous, mais que j'allais être totalement ridicule, mais que je l'assumais. Je voulais lui dire que j'avais été totalement transporté par son calme et sa douceur, et que j'étais totalement troublé par lui. Ah bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Oui, vous vous êtes déclaré dans ce mail. Je pense que finalement, mais je m'en veux finalement d'avoir écrit ce mail. Ça ne me ressemble pas, Caroline, c'est ça le problème. Oui, mais il se trouve qu'il était 3h du matin, vous étiez sur des charbons ardents, vous pensiez à lui, et voilà, vous lui avez dit. Mais c'est vrai, j'imagine au syndic, ils n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de mail. Mais au moins, ça doit faire plaisir, parce que entre les problèmes d'ascenseur qui ne marchent pas, de voisins, de problèmes de voisinage, de panne d'eau, recevoir un mail de quelqu'un qui vous déclare sa flamme au milieu de tous ces ennuis quotidiens, ça change. C'est comme si au milieu de vos factures, vous recevez une lettre d'amour. C'est bon. Ça change, oui, c'est clair, ça change. Donc le lundi, il est venu. Et moi je suis jamais vraiment en avance, et puis il était là avant moi, et je l'ai aperçu au loin, et là j'étais, je sais pas dans quel état j'étais euphorique, j'étais hyper angoissé, je transpirais de partout, je savais pas s'il fallait respirer ou si je sais plus. Bon, je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je sais pas comment d'ailleurs, on est monté, il a regardé là où il fallait regarder, et puis ensuite on est à l'appartement, il a ouvert l'eau, il y avait de l'eau. Bon, et alors, il a cru que c'était lui qui avait ouvert l'eau, mais en fait, je savais qu'il y avait... Vous lui avez laissé croire en lui sautant au cou, en disant merci, vous êtes mon sauveur. Non, alors ce que j'ai fait, c'est j'essaie d'être un petit peu, j'essaie de faire rire. Je dis, écoutez, merci beaucoup. Vous êtes vraiment mon sauveur. Parce que là, si je m'en sortais pas... voilà. Et il avait eu votre mail? Vous allez voir, Corinne, je pense qu'il avait eu, mais en fait... il n'y a pas fait allusion. Non, en fait, il n'a pas fait allusion. Et donc, en fait, ce qui était prévu au programme me concernant, c'est que je devais me lancer, et moi je suis un grand timide, je devais me lancer et l'inviter à prendre un verre pour le remercier de s'être déplacé. Oui, très bien. Oui, mais vous allez voir, Caroline, avec mon légendaire manque de confiance en moi, rien n'est sorti face à lui, rien n'est sorti. Je l'ai remercié 10 fois, 100 fois, mais rien n'est sorti. Après, il m'a parlé de l'immeuble, parce qu'en fait, ce qui m'a un peu desservi, c'est que j'ai acheté un appartement dans ce qu'on appelle un peu le 16e toulousain. Donc, il a dû me prendre pour un mec riche. Mais en fait, je suis pas riche. Mais bon, alors donc, il me regardait un peu bizarrement. Voilà. Non, il vous regardait peut-être un peu bizarrement parce qu'il avait eu le mail entre-temps. Mais il n'empêche qu'il est venu. Il est venu. Il est venu. Mais oui, face à lui, vous perdiez vos moyens. J'ai tout perdu, Caroline. Oui, mais ce qui est classique face à quelqu'un qui nous intimide et dont on est amoureux dans ces cas-là. Oui, alors après, ça fait un peu réchauffer. Vous n'allez pas renvoyer un autre mail en disant pour vous remercier. Il aurait fallu le faire dans la foulée. Oui, alors vous allez voir. Donc, on se dit au revoir, il s'en va. Je téléphone à un ami. J'ai pas beaucoup d'amis. Je téléphone à mon meilleur ami. Et je lui raconte, et il me dit, l'as-tu invité à prendre un verre? Et je lui réponds, non. Bon, je me suis fait vraiment engueuler. Il me dit, mais c'est pas possible, tu vas rester célibataire toute ta vie, t'es un cancre, Patrick, je ne te parle plus. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est réessayer de rattraper l'affaire. Tu appelles, et
tu appelles et tu fonces. Bon, et puis alors donc... oui, midi, tant qu'à faire, vous n'avez rien à perdre. Oui, donc midi, 13h, 14h, Patrick n'appelait toujours pas parce que j'étais mortifié de peur, je suis ridicule, mais mortifié de peur à l'idée de lui parler. Et vous avez fini par appeler ? Alors j'ai appelé, et quand j'ai appelé, l'agence, le syndic ne répondait pas. Et je ne sais pas ce qu'il est, parce un instinct de, je sais pas, de survie ou je sais pas quoi. Je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas 36 façons, Patrick. Tu te lances. J'ai pris un Vélib et je suis parti à l'agence en plein soleil. J'ai remonté toute la pente et j'ai tout transpirant. Mais vous avez perdu 10 kilos au moins depuis que vous avez rencontré ce jeune homme. Parce qu'entre 200 longueurs de piscine, vous allez courir comme un fou dans la forêt, vous pédalez comme un fou dans tout Toulouse avec... Vous allez y laisser votre peau, là, attention quand même. J'ai failli me faire écraser. Donc, alors, finalement, vous repartez là-bas en Vélib. Donc, je pars là-bas en Vélib, je passe à l'agence. Enfin, d'accord. Et là, pas plus tôt que je suis arrivé, il m'a entendu, il a déboulé les escaliers, il était en face de moi. Alors là, j'étais, je sais pas comment, je sais plus dans quel état, quoi. Et il me dit, ne me dites pas que vous revenez pour l'eau. Mais je dis non. C'est le sketch de Fernand Reynaud, là, oui, ça fait vraiment. C'est vrai qu'il va dire, il va plus en pouvoir. Vous lui avez dit quoi alors finalement ? Alors du coup, je voulais. Je vous bouscule un peu, je suis désolée, parce que je vois qu'il est 22h57 et qu'il va y avoir les infos. D'accord. Voilà. Donc oui, l'histoire est un peu longue. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à lui parler en tête à tête. Et donc on est monté dans son bureau. Et puis, ça sortait toujours pas. En fait, j'arrivais toujours pas à lui dire pourquoi j'étais là. Donc, j'ai prétexté à nouveau un truc totalement bidon. Caroline, je lui ai dit que j'avais un problème de clé d'entrée, ce qui n'était pas forcément vrai. Et donc, il est parti me chercher un JIC, un truc pour ouvrir un truc magnétique. Et il m'a dit, je vous le donne. Et là, au moment de mettre cette nouvelle clé dans mon porte-clés, je casse mon porte-clés en 1000 morceaux devant lui. Toutes mes clés par terre sur le bureau, et j'étais dans l'incapacité, j'étais tellement nerveux, je n'arrivais pas à remettre mes clés. Ouais. Et donc, il m'a remis mes clés, en fait, dans le porte-clés. Et vous vous en êtes resté là? Vous n'avez pas pu lui dire quoi que ce soit? Ah non, mais c'est pas fini, vous allez voir. Oui, mais il faut qu'on avance, Patrick. Je suis désolée parce que, vous voyez, il va y avoir les infos et on va pas avoir la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'en fait, je me suis lancé rapidement pour lui dire que je l'invitais à prendre un verre dans son bureau. Oui. Et il m'a répondu, c'est vraiment très gentil. Non, j'ai dit, est-ce que vous avez reçu mon mail? Et là, il va pour pianoter sur son ordi. Oui. Et là, je lui dis, Caroline, je lui prends le bras. Non, mais je suis vraiment taré. Je lui prends le bras et je lui dis, non, ne regardez pas le mail. Je dis, ça n'a aucune importance, le mail. Enfin, il n'a pas compris, quoi. Il ne l'avait pas vu, vous pensez? Je pense qu'il avait vu. Et donc, avant de partir... Oh là là, il a compris, à mon avis. Oui, je pense, Caroline, qu'il a compris. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir, je me suis lancé. J'ai dit, est-ce que vous accepteriez de prendre un verre avec moi ce soir? Ah ben bravo. Je suis prêt à vous attendre jusqu'à 21h. Et là, comme il est très doux et tout, il s'est reculé. Et puis, il m'a dit, c'est très gentil, mais je suis en couple. Bon. Et là, ça fait donc 3 semaines que je suis totalement effondré. Totalement pas bien, effondré, totalement mal, et je vous appelais ce soir pour savoir comment je pourrais vivre ce moment, parce que je suis dans un sale état, c'est-à-dire que je mange plus. Il y a 2 nuits de ça, j'ai fait le con, c'est-à-dire que j'étais dans ma cuisine, j'ai pris un somnifère, 2 somnifères, 3 somnifères, 4 somnifères. Et je suis reparti me coucher, puis je me suis réveillé 24 heures après, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et je suis dans un drôle d'état. Voilà, je suis pas... c'est-à-dire que vous passez d'un état d'extrême fébrilité, d'amoureux, vous étiez dans votre fantasme, et puis le retour à la réalité est effectivement un peu brutal. Bon, on va continuer à se parler un petit peu après les infos, Patrick, donc ne raccrochez pas, on aura certainement des réactions d'auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Caroline.
sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vous et de votre vie en toute quiétude. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez dialoguer avec une personne qui vous touche particulièrement et également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21, également par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Patrick. Patrick, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors Patrick, vous nous avez raconté que dans cette première demi-heure, un peu les circonstances dans lesquelles vous êtes tombé très amoureux, c'est vraiment le coup de foudre que vous décrivez, qui vous est tombé dessus à un moment où vous y attendiez pas du tout, puisque vous alliez régler un problème d'eau dans votre nouvel appartement dans lequel vous veniez d'aménager avec le syndic. Donc au départ, on n'est pas dans une situation spécialement glamour, sexy ou excitante. Bon, et puis là-dessus, vous tombez sur un jeune homme et vous êtes immédiatement séduit par sa douceur. Bon, il se trouve que vous lui avez déclaré votre flamme et par mail et en direct. Je trouve que c'est très courageux de votre part, parce que je reçois un petit message d'Osiris qui dit c'est jamais simple de se déclarer, parce qu'évidemment on prend un risque, et le risque du rejet, ce qui est toujours difficile à vivre pour tout un chacun, et en même temps vous avez osé le faire, donc ça c'est bien, je vous dis, c'est courageux. Maintenant évidemment c'est toujours un peu difficile, mais moi ce que je vois quand même dans ce que vous avez vécu de positif, c'est que dans cette routine dans laquelle vous étiez installé depuis très longtemps finalement, vous lui avez dit à un moment à ce jeune homme, je ne suis plus tombé amoureux. Enfin non, c'est pas ça. Vous lui avez dit, je me suis séparée de mon ami il y a 15 jours. Alors qu'en fait, vous dites, ça fait des années qu'il n'y a pas de place pour l'amour dans votre vie. Tout à fait. J'ai pas donné la place. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais ça veut dire qu'au fond, il y a ce désir qui était là et qui a ressurgi de façon massive. Vous savez, le coup de foudre, en fait, ça arrive jamais par hasard. Pour que la foudre prenne, il faut quand même qu'il y ait un récepteur, qu'il y ait quelque chose, qu'on soit dans un état particulier. Et qui peut expliquer aussi l'état qui s'ensuit quand ça n'est pas partagé, l'histoire n'aboutit pas comme on le veut, comme on le souhaiterait. Mais c'est un état où peut-être qu'il y a à ce moment-là dans notre vie un sentiment un peu de vide, d'ennui, de Waterloo morne pleine, un peu de platitude, vous voyez, de comment on peut ressentir. Je peux rebondir sur le mot que vous venez de dire, Caroline. Si vous voulez, je trouve que j'avais des journées d'une platitude extraordinaire. Ça. Et là, en le rencontrant, j'ai trouvé la plénitude absolue, quoi. Enfin, je veux dire, je suis totalement transporté, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à nouveau, vous avez dû vous sentir vivant, très vivant. Tout à fait, Caroline. Vous mettez vraiment le doigt sur. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines, Caroline, je suis plus du tout le même. Je me sens différent, même s'il n'y aura jamais d'histoire avec lui. Oui. Je me sens vraiment en vie. Je me sens en vie. Parce que je me sens totalement. Oui, mais je comprends ça. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs cette sensation physique que vous décrivez, cet état de grande fébrilité, d'exaltation, cette énergie incroyable que nous donne le sentiment amoureux. Dans ces cas-là, on dévorerait le monde. Enfin, rien ne nous semble impossible. Tout à fait. Bon. Absolument. Et du coup, vous êtes sorti d'une forme de torpeur, enfin de journée comme ça, d'une routine un peu grise, un peu terne, un peu dans lesquelles on peut tous s'enliser, finalement. J'étais totalement dans une grande routine. Et donc, je profite de vous avoir au téléphone ce soir pour vous dire que je pense que il y a quelqu'un à tous qui est transformé, c'est moi, quoi. Parce qu'en fait, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez vécu. C'est pour ça que il y a quelque chose de constructif dans ce que vous vivez, d'autant plus que ça correspond, c'est pas dans n'importe quelle circonstance, c'est au moment où vous changez, là aussi il y a du changement dans votre vie, et pas n'importe lequel, un nouvel appartement. C'est la première fois que vous devenez propriétaire ?
Alors oui, Peut-être. c'est la première fois que je deviens propriétaire et justement j'en avais débattu avec des personnes autour de moi. Je faisais que leur dire, c'est pas la peine d'être entouré de belles choses, d'avoir un nouvel appartement, un bel appartement. Si je suis à nouveau célibataire et seul et que je sois malheureux, je peux être dans le plus bel appartement du monde, je vais toujours être malheureux. Et là, j'ai l'impression que ça m'a peut-être poussé à déclencher ce coup de foudre, je pense. Parce que j'ai pas envie de revivre ce que avec ce nouvel appartement, j'aurais envie d'avoir aussi une nouvelle vie. Bien sûr, mais regardez. Vous savez, ce changement, souvent, il y a un effet boule de neige. C'est le départ de quelque chose. Au fond, il y a quelque chose qui a changé en vous. Ah oui. Il y a quelque chose qui demande en vous à vivre une rupture un peu avec ce quotidien dans lequel vous n'étiez pas si mal, si vous êtes honnête. Enfin, c'est comme une forme de routine où on a des habitudes, ça a un côté assez confortable. Oui, on peut se préserver du manque avec des tas de choses et avoir une vie assez agréable, avec sa vie au quotidien, travail peut-être qui vous plaît, des sorties, des amis, mais voilà, où non, mais là, on laisse depuis pas de que place à l'imprévu. Depuis que ça m'est arrivé, j'envisage vraiment, vous le dites très très bien, j'envisage plus du tout de vivre comme un moine tout seul dans mon appartement, et tout seul dans mon appartement et tout seul dans mon lit depuis des années. Ça, c'est l'ancien Patrick, ça, vous voyez, Caroline, c'est plus possible. Et maintenant, je veux alors je suis dans le milieu homo, c'est quand même assez particulier, et moi je suis un grand romantique, et je veux dire, je vais pas coucher pour coucher, excusez-moi de dire ça comme ça, mais ça m'intéresse pas. Enfin, oui, vous avez besoin d'être troublé, d'être amoureux. Enfin, oui, parce que dans le milieu homo, c'est quand même assez particulier. C'est pour ça que c'est compliqué, oui, c'est-à-dire que ça passe, ça peut être plus rapide la rencontre et sur un plan plus physique. Donc voilà, évidemment, il y a certainement des personnes qui ont aussi un idéal, une attente, une vision un peu romantique de l'amour aussi. Après tout, j'espère les trouver, mais à Toulouse et dans le milieu. Oui, mais regardez, c'est pas à Toulouse le milieu, c'est que là, ça vous tombe dessus. Bon, il se trouve que ce garçon, voilà, il est en couple, c'était pas. Mais vous voyez bien que ça peut vous tomber dessus, c'est-à-dire qu'il y a une brèche qui s'est ouverte. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Caroline. Il y a votre désir un peu qui est là et qui s'est manifesté de façon extrêmement vive. Tout à fait. Là, je me dis depuis 3 semaines et là, je suis très malheureux. Hein. Je veux dire, c'est ridicule. Je sais que je suis ridicule. Non, mais c'est jamais. Attendez, on n'est jamais ridicule quand on est amoureux. Je pleure tout seul chez moi. Oui, mais au fond, c'est un débordement d'émotions. J'écoute la même chanson pendant 10 fois la même chanson. Toutes les heures, j'écoute tout le temps la même chanson que je n'écoutais pas auparavant et je pleure sur mon canapé tout seul. Enfin, c'est grave. Oui, alors à un moment, c'est pas grave, mais à un moment, peut-être qu'il faut pas trop entretenir ça non plus et vous dire, voir plutôt l'aspect, je vous dis, constructif des choses en vous disant que vous n'avez plus, dans cet appartement est le départ j'y vis pas encore d'une vie nouvelle. Dans le nouvel appartement. Vous n'y vivez pas encore, mais vous pouvez vous apprêter à un changement. Et pas seulement un changement d'appartement, mais cet appartement, ce serait le départ d'une autre vie. Aussi, oui. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Caroline, vous le dites très bien. Il faut que ça soit un changement de vie avec un nouveau Patrick, je pense. Oui, enfin en tout cas, là où vous aviez mis les choses un peu en sommeil, en veille. Et voyez, vous avez peur d'être ridicule. Non, je reçois d'ailleurs un message de Christophe qui dit « Je tomberais bien amoureux de ce garçon parce qu'il me touche », dit Christophe. Il y a Marie qui dit « Courage Patrick ». Marie, que vous avez beaucoup fait rire en racontant votre histoire et qui justement espère que vous allez rencontrer quelqu'un de bien parce qu'elle apprécie beaucoup l'humour que vous avez, l'autodérision. Elle dit donc il n'y a pas de raison que à partir du moment où il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, vous ne rencontriez pas quelqu'un. Alors il y a René qui est très psychanalytique et qui dit bah oui, vous avez rencontré le réel. Lacan disait le réel c'est quand on se cogne.
René, après, qui dit la question, c'est pourquoi vous avez du mal à accepter une réalité qui n'est pas la vôtre. C'est toujours compliqué quand on se déclare et au fond que l'autre ne partage pas ses sentiments. Hein. C'est jamais un moment très agréable à vivre. Et puis Margaret, qui avait envoyé un premier message en vous souhaitant plein de bonnes choses, en espérant que l'histoire allait bien se terminer, parce que elle vous trouvait aussi très attachant. Elle dit maintenant, même si c'est dur, il vaut mieux l'oublier. Et de toute façon, oui, l'histoire va bien se terminer, parce que vous parlez de nouveau, Patrick. Donc il y a quelque chose qui s'est ouvert à nouveau, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose. Donc il faut, vous savez, on obtient aussi finalement, pour obtenir quelque chose, parfois il faut l'avoir fortement désiré avant. Hein. Oui, je ne l'avais pas désiré jusqu'à maintenant, et pour finir là-dessus, je pense que ce que vous dites est vrai. Il y a vraiment un renouveau, et je me suis promis, quand je vais aller un petit peu mieux, je me donne les moyens. Alors pour moi, ça m'a beaucoup coûté, parce que j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas les bars, et pour rencontrer quelqu'un. Donc, c'était avant-hier. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, et j'ai cherché, en fait, les boîtes de nuit, c'est pas mon truc, mais bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché les bars gays de la ville de Toulouse. Et je me suis dit, et j'ai trouvé une adresse, et j'avais pas spécialement envie, ça m'a beaucoup coûté, Caroline, mais j'ai été me mettre en terrasse. Allez-y voir, allez faire un tour. Oui, je me suis mis en terrasse il y a 2 jours, Caroline, avec un coca planté comme ça. Et alors, au milieu des autres. Vous avez regardé les beaux garçons passer? Oui, il y a beaucoup de garçons qui sont dans ce bar. Et du coup, je me dis, je me dis, je vais me faire un budget, je vais sortir, je vais aller de temps en temps dans ce bar, en terrasse, avec les beaux jours, avec un bon livre. Exactement. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Oui. Et c'est ça, peut-être pour moi déjà, et ça a été un gros... Mais c'est énorme, ça. C'est un gros pas en avant. Donc vous voyez que cette rencontre, elle n'est pas vaine. Au contraire, c'est que, je vous dis, il y avait besoin, il y avait un vide, en fait, que vous combliez très bien, mais il y avait un grand vide. Et là, cette prise de conscience, cette émergence soudaine du désir fait que, à nouveau, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement. Donc moi, je suis très confiante pour vous. Et puis par rapport à ce que vous disiez, encore un dernier message de Clélia qui dit allons, l'amour n'est jamais ridicule, mon cher Patrick. Et puis un petit mot du suricate qui dit, je vous assure que des gays romantiques qui aiment la nature ou la campagne plutôt que des rencontres furtives dans des boîtes, ça existe. Donc, allez, ouvrez grand les yeux, et puis vous pourrez nous rappeler quand vous aurez emménagé dans votre nouvel appart, et puis peut-être avec un amoureux, hein. D'accord ? Voilà, avec le grand amour. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Caroline, de m'avoir écouté. Je vous en prie, c'était un plaisir. Je remercie tous les auditeurs. Qui ont été nombreux. Je vous écoute tous les soirs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Patrick. Merci. Belle soirée à vous également. Merci. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir, Caroline. Bonsoir Émeric. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. C'est un petit peu difficile parce que c'est pas pour moi. J'aimerais pouvoir aider un ami. D'accord. Dites-moi toujours. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi de passer par une personne, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive à votre ami. J'ai un excellent ami à moi qui a 2 fois mon âge. Hein. Moi, j'ai 33 ans, il va en avoir 70. Mais on est très bons amis. Il est marié. D'accord. Et il a eu pendant plusieurs années une compagne qui évidemment n'était pas sa femme. Bon. Cette femme-là, qui était une femme absolument admirable, est décédée en août dernier. Donc sa maîtresse, en fait. Oui, voilà, mais je trouve que le terme maîtresse, c'est... Non, moi, c'est pour resituer les choses, hein, c'est ça, parce que j'ai eu un doute entre son épouse et, bon, donc appelons-la sa compagne, si vous préférez, hein, ça, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà, mais parce qu'il y avait une telle communauté d'âmes entre lui et cette dame-là que la réduire au rang de maîtresse... Non mais
Oh c'est pas du tout mon intention. Donc, je vais l'appeler. C'est parce qu'à un moment, je ne savais plus si vous parliez de l'épouse ou de la compagne de ce monsieur. Mais... Non. Son épouse est toujours bien vivante et en bonne santé, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, cette femme-là lui avait redonné goût à la vie, lui avait fait sortir son sens artistique, il s'était mis à peindre, etc. Enfin, il avait vraiment repris goût à la vie. Et donc vous la connaissiez, cette dame, visiblement, vu la façon dont vous parlez d'elle. Oui, je la connaissais. Oui, je la connaissais aussi. Et bon, elle a disparu en août dernier, emportée, comme beaucoup de gens, par des saletés de cancer. Hein. Elle a été embarquée en quelques mois et puis le temps qu'on s'en rende compte, c'était déjà fini. Hein. Et bien qu'il essaye de faire bonne figure, je vois dans ses yeux, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réagir, qui n'a pas passé qui n'arrive pas à faire le deuil de cette. C'est très récent en même temps. On fait pas un deuil comme ça. C'était en août dernier, hein, quand même. Oui, mais oui, ça fait même pas un an, vous vous rendez compte ? Une personne dont on est, auquel on est très attaché, croyez-moi. Un deuil, le chagrin nous accompagne. Enfin après. Chacun avance comme il peut et à son rythme, mais ça fait même pas un an, donc c'est pour ça que on peut dire encore que c'est très frais et très récent. C'est normal que votre ami ne se sente pas bien. Avec qui se sente pas bien, oui, ça je le conçois tout à fait, mais il n'arrive pas à prendre. Ça le traumatise encore. Enfin, je veux dire, il a encore des réminiscences. Il y a des moments où il se réveille en pleine nuit en pensant à elle, etc. Bon, alors qu'il est à côté de son épouse. Bon, c'est pas une situation extrêmement. L'important, c'est déjà qu'il puisse se confier à vous, puisqu'il vous parle de ça. Donc ça, c'est très précieux, d'avoir un ami à qui il peut parler de tout ce qu'il ressent et de ce qui est compliqué, évidemment, à vivre, et dont il ne peut pas parler à son épouse, puisque son épouse n'était pas au courant de cette relation qu'il entretenait, j'imagine, mais peut-être que si. Non, il peut pas en parler. Il peut pas en parler à son épouse. Et il ne peut peut-être pas en parler à beaucoup de monde de cette histoire, puisque peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a beaucoup de personnes de son entourage étaient au courant de cette liaison ou pas? Non, il y avait relativement peu de personnes. D'accord. Donc, le fait de pouvoir en parler avec vous doit beaucoup l'aider, même si effectivement, du coup, il peut dire tout ce qu'il ressent. Oui, voilà, mais... c'est déjà énorme. J'ai l'impression que quand on se voit, que quand on parle tous les deux, il retient plein de choses. Et qu'il a comme une boule comme il a une boule de bile à sortir, quoi. Mais oui, n'arrive pas à le faire. C'est presque plus difficile pour vous, j'irais actuellement, parce que ce qu'il ne peut... il retient... Ce qu'il ne peut pas dire ailleurs, il peut quand même, avec vous, en parler. Donc déjà, ça doit quand même être très libérateur pour lui. Après, il a aussi le droit de garder secret ce qu'il veut garder secret, après tout, de son histoire. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir en lui et qui n'arrive pas à sortir, alors qu'il en aurait le besoin. Pas forcément avec moi, attention, qu'il puisse en parler. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Parce que moi, ça fait quand même très longtemps que je le connais. Je l'ai connu même avant qu'il rencontre cette personne-là.
c'était quelqu'un de très volubile, de très sociable. Il arrivait dans une pièce, au bout d'un quart d'heure, tout le monde était ses amis, quoi. Et là, maintenant, il est complètement renfermé sur lui-même. C'est pas sa nature. D'abord, moi, je le vois. Il vit. Il vit un deuil aussi, et puis entre-temps il a pu changer. Et puis vous savez, entre le personnage peut-être très extraverti que vous appréciez, aimé en public, et puis ce qu'il peut livrer comme ça en privé, ça peut être aussi un peu différent. Il avance en âge, ça le confronte aussi à... cette dame a été, me dites-vous, emportée très vite par cette maladie. Enfin, ça fait beaucoup de choses, donc il faut aussi lui laisser le temps. Mais après tout, déjà, je trouve que le fait de pouvoir en parler avec vous, ça doit lui permettre quand même de déposer un fardeau, quelque chose qui est d'autant plus difficile qu'il doit taire ce deuil, en tout cas dans un quotidien, ou peut-être faire semblant, ou ne pas dire pourquoi il ne va pas bien. Puisque c'était une liaison cachée. Oui, il est obligé. Oui, comme vous dites, il est obligé de taire ce deuil. Oui, il est obligé de le vivre seul. Donc, voyez, c'est peut-être c'est difficile pour vous de le voir mal. C'est-à-dire, c'est plus l'homme que vous avez connu et qui vous avait beaucoup séduit par sa personnalité. Très volubile, comme vous dites. Oui, en ce moment, vous n'avez plus affaire au même homme. Ça est déstabilisant, un peu pour vous peut-être aussi. Non, moi ça me déstabilise pas parce que, moi quand je donne mon amitié, je la donne sans conteste. Donc c'est avec les difficultés ou sans, c'est avec les joies, c'est avec les plaisirs, c'est avec les problèmes aussi. Donc, il doit beaucoup apprécier votre présence en ce moment, parce qu'au moins, peut-être justement avec vous, il peut être pleinement lui-même. Et donc, en ce moment, triste et plongé dans le chagrin. Alors que, je ne sais pas, avec son épouse, il doit faire comme si. Après, ça dépend les relations qu'ils ont. Il est forcément dans la retenue, oui. Bon. Donc, l'état même du deuil fait qu'il est plus absorbé, plus en lui-même, plus rentré en lui-même. Enfin, ça fait partie du processus aussi de deuil. Mais il a perdu le goût de tout. Il a perdu le goût de tout, même tout ce qu'il, tout ce que ça. Mais qu'est-ce qu'il vous dit au fond ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Dans ce qu'il a pu vous dire ? Parce que est-ce qu'il vous a dit des choses qui ont pu vous inquiéter ? Mais par exemple, quand ils ont fait des peintures à deux, tous les deux ensemble. Les peintures de quoi ? Des peintures, enfin des tableaux, quoi. Ah, mais d'accord, non, mais moi, je sais pas, tout à l'heure avec Patrick, on était dans l'appartement, moi ce soir, je me suis dit, tiens, on fait une thématique sur les... D'accord, oui, ils peignaient ensemble, ils avaient... d'accord, cette dame peignait. Ils peignaient ensemble, et elle l'avait poussé un petit peu dans ce côté-là, parce qu'elle sentait son côté artistique. Et donc, il faisait des tableaux, comme on va dire, à quatre mains, quoi. D'accord, ah oui. Et donc pour lui, c'était... il en a encore chez lui, il m'a dit, j'ai pas envie de les finir. Bon, oui. Ça, je veux bien le comprendre, dans ce cas-là, mais par contre, vernis-les au moins, qu'ils ne s'abîment pas. Et non, il laisse inachevé. Oui, mais... Et il m'a dit non, j'ai pas envie. Non, puis peut-être qu'au fond, pour le moment, il laisse quelque chose d'inachevé et qu'il reprendra plus tard quand il ira mieux. Là, tout est à l'arrêt dans ce processus-là. C'est compliqué. Oui, voilà, mais je le sens malheureux. Oui, mais c'est déjà le fait de pouvoir, ce que semble-t-il vous avez du mal à réaliser, c'est que le fait même de pouvoir vous confier qu'il est malheureux, c'est très important. Le fait d'avoir une oreille attentive à qui il peut le dire. Et on n'attend pas des solutions dans ces moments-là. L'exemple du tableau, il est parlant.
Et il est très symbolique, puisque c'était aussi, ils avaient trouvé un lien comme ça à travers la peinture. Vous voyez le côté presque, très pratique, il faut pas que les tableaux s'abîment. Lui n'est pas là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt, là. Mais après tout, il a peut-être raison de ne pas les vernir, parce que peut-être qu'il reprendra, et qu'il fera, lui, un tableau comme il... Bon, donnez-lui le temps. Vous voulez peut-être comme quand on aime quelqu'un. Moi, je suis disposé à tout pour qu'il aille mieux. Alors, si vous êtes disposé à tout, laissez-lui du temps. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, et continuer à lui accorder du temps et à lui permettre, comme il le fait, il est en confiance avec vous, de s'exprimer. Vous savez, c'est dur le temps du deuil, et c'est dur y compris pour l'entourage qui n'est pas directement concerné. Parce que c'est dur d'avoir quelqu'un qui est dans un chagrin immense, presque abyssal, et de pouvoir accompagner. Abyssal. Et de pouvoir accompagner ça, et sans proposer de solution, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on guérit pas de la mort. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut pouvoir être là. Alors évidemment, bien sûr qu'il y a des moments où vous aimeriez qu'il aille mieux, ça serait bien pour lui, plus rapidement. Mais il fait comme il peut à son rythme. Oui, voilà, mais j'aimerais tant pouvoir l'aider. Mais est-ce que vous ne semblez... Le problème, c'est que vous semblez tellement affecté vous-même, par le fait que lui ne va pas bien. Vous l'aidez ? Moi, je suis affecté par le fait que lui n'aille pas bien. Oui. Je suis aussi peiné par la perte de cette personne-là, parce que... C'est ça, vous l'aimiez beaucoup aussi, cette une dame. amie aussi, et voilà. Vous en parlez vous lui dites ça ? Est-ce que vous, du coup, face à son désarroi, à sa profonde tristesse... on en parle régulièrement, oui. On en parle régulièrement. Et vous lui dites à quel point vous l'aimiez, vous aussi, cette femme ? Oui, il le sait très bien. Oui, mais vous ne mesurez peut-être pas, au fond, à quel point, par le fait même de pouvoir parler d'elle avec vous, vous qui l'aimiez aussi beaucoup, pour lui c'est important et ça l'aide, même s'il n'y a pas de solution. Bien sûr que dans les faits il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? C'est en ça que je disais on ne guérit pas. Avec le temps, on intègre. Faut admettre qu'il n'y a pas de solution, quoi. Non. Il y a du temps, il y a dans ce temps, dans le fait de pouvoir en parler avec vous, de l'évoquer aussi, ça doit lui faire du bien, de pouvoir aussi se montrer dans cet état de grande vulnérabilité. Tout ça est très important. Et en cela, vous l'aidez. Mais vous ne pouvez pas l'aider, j'allais dire de façon concrète, si, puisque c'est concret ce que vous décrivez. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes présent physiquement, vous êtes à l'écoute, vous le portez, même symboliquement. Vous ne pouvez pas faire davantage. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait à faire d'autre ? Vous voyez ? C'est déjà énorme. Je suis là pour lui, il le sait, mais... Donc c'est énorme, c'est beaucoup déjà. Donnez-lui le temps. C'est ce que dit Yvan, je reçois des messages, Yvan dit vous êtes présent pour lui et c'est le plus important. Monica qui dit mais quand on est en deuil, on n'est plus soi-même. Pas pour autant qu'on ne perçoit plus le monde qui nous entoure, mais la meilleure aide, c'est d'être là comme vous l'êtes pour lui. Et puis René dit la peinture, ça reviendra quand il aura un peu récupéré d'énergie. Pour le moment, toute son énergie, elle va vers cette femme, vers ce chagrin, vers ce deuil. Et vous voyez, ce qui m'a frappé, c'est que je vous ai dit, oui, mais c'est très récent. Vous décrivez votre ami accablé, mais c'est très récent. Et vous m'avez dit, oui, mais c'était quand même en août dernier. Et le temps n'est plus le même pour une personne endeuillée et pour une personne qui, comme vous aussi vous êtes en deuil en même temps, mais pas de la même façon. Il y a un investissement qui n'est pas le même. Alors je veux dire, et le temps pour une personne endeuillée, à la fois, il s'étire en longueur et puis par moments, on voudrait aussi l'accélérer pour aller mieux ou au contraire le ralentir pour revenir avant quand la personne était là. Tout est très compliqué. Et puis, il peut y avoir des moments où il va à nouveau repartir un peu dans un élan, dans une forme d'énergie. Et puis,
bon, ça fait partie de tout ça. Donc vous ne pouvez, ce que vous faites est déjà beaucoup. Vous l'aidez à votre façon. Ouais, enfin oui, je fais à mon petit niveau ce que je peux pour lui, en étant là pour lui. Mais Donc bon, comme dit Lala, la difficulté supplémentaire, c'est qu'il peut pas vraiment se laisser aller à son chagrin au quotidien. Donc quand il vous voit, il peut en parler. Ça, et puis aussi, il y a une réflexion de c'est Nine ou Nini, enfin, que j'ai trouvé très très pertinente sur le fait que vous dites il y a comme quelque chose qui ne peut pas sortir. Vous avez le sentiment que ça ne peut pas sortir. Elle ajoute quelque chose qui bloque. Ben oui, mais elle ajoute que ça peut être une protection, comme une défense aussi, et que parfois c'est à respecter pour ne pas s'effondrer complètement. Et c'est très juste. C'est-à-dire que là aussi, il ne s'agit pas, ce que vous faites d'ailleurs avec par votre amitié, c'est-à-dire qu'il s'agit pas, on sent qu'il y a des personnes, oui, qui à un moment, il y a des endroits où il ne faut pas aller, où c'est trop fragile, trop sensible, trop douloureux, trop... Bon, on dit les grandes douleurs sont muettes, alors après chacun réagit à sa façon, il y en a qui ne peuvent pas en parler, il y en a qui au contraire en parlent beaucoup, ça aide d'en pouvoir quand on peut quand même verbaliser, et puis on sent qu'il y a des moments où là, la parole tout d'un coup se bloque et où on sent qu'on ne va plus là, et il faut respecter ça, parce que la personne elle se contient comme elle peut. Ah oui, non, ça c'est une évidence, je ne le pousserai pas dans ces retranchements. Et je ne vais pas dans l'intimité. Mais quand je le vois malheureux, quand on parle d'elle tous les deux, etc. On va régulièrement au cimetière ensemble. Après, on va boire un verre tous les deux. Vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est tout simple. Mais on a pris un petit rituel comme ça. On va au cimetière et puis on va boire un verre ensemble tous les deux. Bon. Eh bien écoutez, ces moments-là sont très importants pour lui et franchement, par rapport à votre question qui était comment l'aider, vous l'aidez beaucoup de cette façon-là. Vous pouvez, c'est précieux, ce temps que vous passez ensemble et cette présence attentive et chaleureuse que vous lui offrez. Et puis, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est lui laisser le temps d'aller mieux. D'accord ? D'accord. Bonne soirée, Émeric, et bon courage à vous. Au revoir. Bonsoir, Caroline. Merci. Lenny Kravitz, Stand by My Woman. Allez, pour Mimi. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Qui adore Lenny Kravitz. Des petits messages qui me parviennent pour Émeric. Monica dit qu'elle a mis 3 ans à faire le deuil de son père. Et pourtant, dit Monica, j'avais votre âge, Émeric, et pas le double. Et elle ajoute très justement qu'à 70 ans, tout prend plus de temps. Oui, parce que ça le confronte d'autant plus douloureusement à sa propre finitude. Et c'est toujours, quel que soit son âge, de toute façon, ça renvoie à ça. Mais d'autant plus quand on avance en âge, bien sûr. Et puis, il y a Romain qui dit, vous savez, les blessures qui parfois cicatrisent trop vite peuvent se rouvrir, donc laissez-lui le temps. Bambi dit, c'est important d'avoir connu cette femme, apprécié cette femme. Il peut se laisser aller à son chagrin avec vous. Aidez-le aussi en l'ancrant dans la vie. Et Bambi a raison, c'est-à-dire quand vous décrivez aussi le fait d'aller prendre un verre, de vous retrouver ensemble, c'est-à-dire à un moment, c'est bien sûr, il est important de laisser la personne raconter, évoquer même des souvenirs, des anecdotes avec la personne disparue. Et puis à un moment aussi, comme dit Bambi, un petit peu l'ancrer, repartir dans le présent, dans la vie, même si c'est fugitif, mais des petites sensations qui rappellent qu'on est vivant et que tant qu'on est vivant, il faut aussi essayer un peu de savourer parce que la vie est très précieuse. Hein. Allez, on va accueillir maintenant c'est Vanessa qui est avec nous. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi en fait je vous appelle, c'est marrant parce que j'ai depuis, enfin je vous écoute
Régulièrement, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression dans ce que les gens disent que il y a des bouts d'histoire qui sont similaires un peu à la mienne. Qui vous parlent, oui. Qui me parlent. En fait, moi, j'ai une très très grande amie à moi Oui. qui habite à 600 kilomètres d'où j'habite, 630 même, qui a voulu me présenter à un de ses amis, qui m'a dit vous êtes tous les deux célibataires, je vous verrai bien ensemble, tout ça. Bon. Oui. Et comment elle s'y est pris alors pour vous Comment elle s'y est pris? Ah ben en fait, je fais du sport et l'homme qu'elle voulait me présenter fait le même sport que moi. Ah, ça aide alors. Qu'est-ce que vous faites? Je peux vous demander ce que vous faites comme sport ou vous préférez ne pas le dire? On fait du torbal, ça s'appelle. C'est un sport. C'est quoi? C'est un sport avec un ballon sonore pour non et malvoyants et même voyants. D'accord. Mais vous jouez au foot, au volley? Non, c'est du torbal. En fait, c'est avec un ballon sonore qu'il faut faire passer. Il y a 3 joueurs de chaque côté d'un terrain de 16 mètres sur 7. Et il faut faire passer, il y a un des 3 joueurs qui tire un peu comme au bowling, et les 3 joueurs de l'autre côté plongent un peu comme des gardiens de foot pour récupérer le ballon et pas que ça aille dans les buts, mais ça se joue à la main. D'accord. Et à 3, donc, il suffit de 3 joueurs? Peut être 6-3 et 3 remplaçants. Bon, très bien. Oui, c'est pas très connu. Enfin, vous me direz, moi je m'y connais pas beaucoup. Connu, c'est pas très connu. C'est pas olympique, donc oui, c'est pas très connu, mais j'aime bien moi comme sport, très bien. Et du coup, au mois de juin, au mois de mai l'année dernière, j'avais organisé un petit tournoi, et elle m'en parlait depuis longtemps de ce garçon, donc voilà, ils me l'ont présenté, voilà tout ça, bon, ok. Après, ils l'ont charrié pour qu'on s'échange des numéros de téléphone, et puis le week-end d'après, je suis montée chez mon ami, et voilà, on est sortis ensemble. J'ai passé un week-end où j'ai mis mon corps était revenu chez moi, mais pas ma tête, où j'ai mis une semaine à m'en remettre. C'est complètement dissocié, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'était pas un épisode psychotique, ça va, tout va bien. C'était surprise sur surprise, du jeudi au dimanche, c'était un truc de fou. Donc, alors votre amie, elle avait bien vu. Ouais, enfin... parce que l'histoire se gâte alors un peu. Et 15 jours après, je suis remontée le voir. Il y avait quand même 650 kilomètres qui nous séparaient. Hein. Je suis remontée le voir 15 jours après. C'était tout aussi bien. Voilà. Il est venu 2 fois, lui, me voir au mois de juin en avion. Donc, je me dis que quand même, pour lui, cette relation était importante. Parce que 2 billets d'avion en un mois, tu te dis, ok. Je suis retournée 2 fois en juillet le voir, moi aussi. C'était un truc de fou au début, hein. Peut-être que ça a été trop vite, même je sais pas. Bon. Et au mois d'août, on s'est vu pendant 15 jours. Je suis allée chez lui. Et là, en fait, la cohabitation a été un peu difficile parce que lui, je sais pas comment dire ça. C'est un vieux garçon. C'est un vieux garçon et c'est compliqué. Je suis pas sûre qu'il ait déjà été en couple dans sa vie, donc du coup, il a des manières de faire que si tu penses pas pareil dans ses habitudes, ça va pas. Il a toujours vécu seul, cet homme? Je pense que oui. J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Oui. Et vous êtes resté parce que donc vous étiez descendu pour des vacances. Vous êtes resté combien de temps? 15 jours. 15 jours. Lui aussi, il était Et on s'embrouillait pour des trucs, mais... Oui, du quotidien, des détails au fond. Voilà, et je me rends compte maintenant, je dis, mais c'est nul, enfin, c'est nul. Moi, je veux dire, pardon l'expression, mais on m'emmerde, je me défends, quoi. Et lui, je sais pas, ça a dû le blesser. Enfin, moi, lui, il est très discret, moi, je suis très cash, je sais pas. Ah oui. Il peut apprécier aussi votre côté. Mais ça dépend. C'est-à-dire que si après, ça peut blesser aussi à certains moments. Mais pourquoi? Parce que lui, il est un peu maniaque, quand vous dites son côté. Puis il est beaucoup plus. On n'a pas eu la même histoire. Il est beaucoup plus autonome que moi. Il est beaucoup plus autonome que moi dans certains domaines. Donc, vous reprochez ça? Non, mais il faudrait que
que les autres fassent tout ce qu'il sait faire, ou enfin, moi je le comprenais comme ça. Ah quoi. oui. Vous avez l'impression qu'il était un peu autoritaire, un peu directif, qu'il avait du mal à se mettre à votre place. Parce que lui il repasse, il faut repasser, parce que lui, enfin ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut une femme, ça doit savoir faire la cuisine. T'es pas obligé de faire de la super grande cuisine. Mais comment il fait, puisqu'il est très autonome quand il vit seul, il cuisine ou quoi? Il achète des plats cuisinés. Justement, il le fait. Ah, mais quand vous étiez là, vous sentiez un peu qu'il vous reprochait de ne pas faire la cuisine. Il aurait aimé que vous lui cuisiniez des petits plats. Partager les tâches comme il faut. Vous faisiez pas, vous n'étiez pas une femme d'intérieur. Vous ne faisiez pas la cuisine et vous lui repassiez pas ses chemises, ça allait pas. Oui, ça allait pas. Après, il le faisait, mais peut-être qu'il s'est dit si un jour on est en ménage, moi je veux pas. Ça sera compliqué. Quoi. Mais je lui demandais pas ça. Oui, mais c'est un peu c'est un peu curieux, je trouve, dans la mesure où c'était la première fois que vous passiez un moment ensemble aussi long, sur 15 jours. Oui, et puis après, il aurait fallu en discuter, je pense. Donc c'est un peu. Alors en même temps, j'allais dire, c'est un peu trivial de rentrer d'emblée s'il vous demande comme ça des choses du quotidien. En même temps, ça fait partie de la vie. Et vous étiez chez lui, sur son territoire, donc avec ses habitudes. Peut-être que ça aurait été différent, vous ne pensez pas, si vous aviez été en vacances dans un lieu où lui-même n'avait pas ses habitudes et où du coup vous auriez... on bouscule, c'est ce qui est bien dans les vacances, c'est qu'on bouscule plus à égalité. Alors que là, il était vraiment... chez lui, et on a tous des habitudes auxquelles on ne fait même plus attention, mais qui nous permettent d'aller vite. C'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, quelqu'un d'extérieur, et d'autant plus si on vit seul depuis longtemps, c'est vrai qu'on est plein d'habitudes et que la cohabitation avec un autre peut devenir difficile. Oui, c'est clair, vrai. Mais en plus, je pense que, il me dit, mais non, mais on est trop différents. C'est pas un problème de concession. Si, je pense que quelque part, si, quoi. Quand tu vis à deux, il faut faire des concessions, sinon on n'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce que vous avez ce projet, vous avez ce projet éventuellement à la fin des 15 jours, je suis partie. En septembre, moi, j'ai beaucoup d'activités là où j'habite. Enfin, d'activités, j'ai beaucoup de responsabilités même, je dirais, puisque je suis présidente d'une association. Donc moi, j'ai pas pu monter. Lui n'est pas descendu. Je suis allée à son anniversaire. Il m'a dit tu dors donc chez mon ami, puisque moi je peux pas t'héberger chez ma famille. Alors que ça, je pense que c'était un prétexte parce qu'il y avait la moitié de sa famille à l'hôtel. Mais bon, bref. Donc je lui dis écoute, si tu veux, je remonte le week-end prochain. Il faut, on passe un peu de temps ensemble. Ce serait peut-être bien parce que là, c'était vraiment tendu. Et en fait, le week-end d'après, on n'a pas discuté. On n'a pas. Lui, il discute pas et moi, j'aurais peut-être dû, ne rien lâcher et discuter. Enfin, je sais pas, on regrette toujours. Et quand je suis partie, je lui ai dit, est-ce que je te rends tes clés? Alors il m'a dit, tu me pousses à te quitter là. Alors je lui ai dit, non, je te pousse pas à me quitter, mais bon, non. Donc je lui ai pas rendu ses clés et puis après, par texto, il m'a dit, nos disputes quotidiennes ont fait que il y a je sais plus comment il met ça, un fossé qui s'est creusé, enfin un truc comme ça qui fait qu'on ça l'a angoissé finalement, de voir que que dans le quotidien, selon lui, vous n'étiez pas compatible entre guillemets, ça lui a fait peur. Peut-être, je sais pas. Parce que lui, vous avez dit clairement, tu me rends les clés. Non, je lui avais dit, est-ce que tu veux que je te rende tes clés parce que mais non, il y a réfléchi après coup, oui, c'est ça, il a réfléchi après coup. Et en fait, je pense qu'il fait culpabiliser les autres pour pas se culpabiliser lui, quoi. Mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous dit Quand il me dit, tu me pousses à te quitter, non, je te pousse pas à me quitter, mais je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, quoi. Donc moi, oui, mais ça c'est une façon de dire il retourne, il renverse un peu la situation. C'est-à-dire qu'il n'ose pas dire clairement je préfère. Il prend des circonvolutions il n'assume pas tout à fait le fait de vous quitter, mais dans les faits, c'est ce qu'il dit. Comme si au fond, ça, vous savez, quand on veut, ça a dû vous arriver de quitter parfois quelqu'un. On peut pas endosser le mauvais rôle, mais voyez, on s'en mêle un peu les pinceaux. On culpabilise les autres pour pas
Après, c'est ça, il faut tout deviner avec lui, il faut tout. Donc bon, ce qui est très compliqué, c'est que du coup, parce qu'il dit pas les choses clairement, faut les deviner, quoi. Et tu envoies des textos. Mais enfin, en même temps, vous avez compris, si, c'est quand même assez clair, non? Que semble-t-il, non, il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre chez lui. Donc, ça c'est autre chose. Peut-être que vous, même si ce séjour a été un peu pénible, vous n'envisagiez pas pour autant de vous séparer de cet homme. Non, non, carrément pas. Non. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à accepter au fond que ce que lui. De façon un peu tranchante. Oui, ce que je comprends pas. Alors bon, du coup, moi j'ai adhéré à l'association dont il fait partie parce que on a une vingtaine d'amis en commun dans cette association que je connaissais avant de connaître lui. Hein. Mm-hmm. Et du coup, c'est très compliqué parce que ça fait des tensions partout. Donc au mois de novembre, je suis retournée voir mon ami et je lui ai proposé d'aller boire un pot pour lui rendre ses clés. Donc il m'a dit oui. On a discuté. Moi j'ai plus parlé que lui. On a discuté pendant 2 heures. De la pluie, de beau temps, Pas de vous. Oui, parce que le problème c'est ça, c'est que dès qu'on parle de nous, il fuit la situation et voilà. Oui, mais en même temps, c'est curieux de parler de la météo. De la pluie, de la pluie, du beau temps. Oui, j'entends ce que vous voulez dire, mais de tout sauf de vous, parce qu'il est dans l'évitement, quoi. Donc, je me suis dit, chouette, on est potes, c'est sympa. Donc, vous pourriez le garder en ami. Oui, j'aimerais bien. Ça serait bien, ça, peut-être. Oui, pourquoi pas. Vous avez raison, oui. Après, je veux dire, il n'y a pas eu violence entre nous. Mais bien sûr, mais et puis parfois, vous pouvez vous entendre beaucoup mieux en ami qu'en amant. C'est marrant, ça. Alors, donc 15 jours plus tard, après ce pot-là, pendant qu'on a été boire un pot, je lui dis, écoute, dans 15 jours, c'est vous qui organisez le torbal féminin. Moi, j'irais bien voir l'équipe des filles de ton club, mais je veux pas aller voir ça toute seule. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, oui, pourquoi pas, ok. Et en fait, il a ouais, c'était très. Il m'a quasiment ignoré le jour J, quoi. Enfin, ouais, il m'a quasiment ignoré le jour où on a été voir ça ensemble. Ah bon? Oui. Après, je l'ai rappelé pour Noël. Oui. Il m'a quand même souhaité joyeux Noël. On s'est rappelé pour Vanessa, la bonne année. Vous entendez l'indicatif, ça va être le journal de minuit. Donc, je vous propose de ne pas raccrocher et puis on va continuer à se parler. Dans quelques minutes, après l'information. D'accord? Ça marche. À tout de suite. Merci. Côté encore pendant une heure de direct pour me confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, que vous vous agitez dans votre lit, eh bien venez un peu nous parler. 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21 et également par mail sur le site europe1.fr. Alors on va retrouver Vanessa. Vous êtes là? Je suis là. Bien, parfait. Je suis là. Alors dites-moi Vanessa, vous donc une amie vous avez dit qu'elle pensait que vous étiez faite pour un de ses amis, elle vous a présenté, au départ ça marchait très bien avec cet homme jusqu'à ce que vous alliez le retrouver. Vous êtes à j'ai pas une distance, c'est 600 km ou oui, on est à 650 km l'un de l'autre. Voilà, alors tant que vous passiez des courts séjours, des week-ends ensemble, tout allait très bien jusqu'à ce que vous passiez 15 jours chez lui et là le quotidien était difficile parce que il a des habitudes de vie, vous avez les vôtres et puis une notion peut-être un peu de ce que doit être une femme d'intérieur, qui doit faire la cuisine, qui doit faire le repassage, enfin c'était un peu, ça a été compliqué à tel point
que vous avez reçu à votre tour, quelque temps après, un mail où il vous disait... un SMS, oui. Un SMS, pardon, qu'il préférait mettre un terme à cette relation. Vous espériez rester amis, malgré tout, avec lui, vous pratiquez un sport en commun, et puis vous êtes retrouvés à divers événements, et là, il vous a un peu ignoré. On en était resté là. Il m'évite, il fuit le truc complet. On est arrivé à se souhaiter joyeux Noël, la bonne année. Des fois, tu lui envoies des textos, il répond pas, et puis des fois il répond. Je l'appelle, mais je l'appelle pas tous les jours, pas pour le harceler. Je l'appelle, je sais pas moi, une fois toutes les 2-3 semaines, il répond pas, alors que je sais très bien qu'il est chez lui et je sais pas, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, ce garçon, et je trouve ça dommage. Et du coup, depuis 7 mois, puisque on est sortis ensemble, ça fera exactement 1 an samedi. Ah oui. Et depuis 7 mois, c'est très douloureux parce que je culpabilise, je me dis que c'est peut-être de ma faute, je me dis que j'aimerais bien le reconquérir, je me dis comment je peux faire. Après, c'est sûr. Alors, c'est marrant parce que mon ami prend son parti tout en étant ami avec les deux. Oui, c'est un peu difficile pour vous. Vous pouvez lui dire que peut-être c'est... Est-ce qu'il lui a dit des choses que je sais pas? Non, mais peut-être que... Mais oui, j'aimerais bien pouvoir lui dire... Est-ce que vous ne pourriez... Non, est-ce que vous pourriez pas dire déjà à votre amie que c'est un peu difficile pour vous? Oui, mais elle le sait, elle me et que ça reste un peu douloureux, un sujet sensible, et que quand elle prend parti pour lui, dire écoute, je préférais si tu pouvais un peu t'abstenir de me parler de lui ou de parce que ça vous blesse. En fait, oui, mais parce que voilà, mais même si c'est parce que si c'est pas elle, ce sera d'autres, puisqu'on en a plein d'amis en commun et on s'appelle tous, quoi. Ça ne vous aide pas à prendre de la distance. Non, ça m'aide pas, mais après, non. Oui, mais avec Vanessa, moi, j'ai pas envie de laisser tomber mes autres amis et de tout laisser tomber. Bien sûr que non, mais vous pourriez dire avec ceux dont vous êtes particulièrement proche, d'éviter un peu de vous parler de lui. Parce mais c'est pas eux, c'est moi qui leur dis. Alors, il va bien. Oui, vous ne relevez. Oui, mais en même temps, on sent que vous aussi, vous avez besoin d'avoir de ces nouvelles. Enfin, vous êtes un peu ambivalente. Oui, parce que Vanessa, j'ai pas fait le deuil de ça. Semble-t-il. Mais vous savez, le problème, c'est que justement, cet homme ne peut pas non plus. Le fait qu'il soit un peu dans l'évitement, voire beaucoup en ce moment avec vous, que lorsque vous vous retrouvez dans ces manifestations sportives ou autres, il y a un malaise entre vous, montre aussi le lien ça témoigne de la relation qui a existé entre vous. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, c'est pas si simple pour lui non plus, finalement. Même s'il n'a pas la réaction. Même s'il n'a pas la même réaction que vous qui aimeriez pouvoir en parler. Mais lui, s'il était à l'aise, il viendrait vous voir, il vous ferait la bise, il discuterait comme il parle avec les autres femmes. Oui. Or, le fait même qu'il vous évite montre qu'il n'est pas à l'aise non plus. Et que et c'est lié à l'histoire que vous avez vécue et que c'est pas si simple de passer d'une histoire d'amour à une histoire d'amitié et que peut-être ça a été un peu tôt, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas plus tard avoir une relation amicale avec lui. Mais là, vous êtes un peu dans cet entre-deux et ça montre que cet homme aussi, c'est compliqué pour lui. Mais je pense qu'il se sent persécuté, alors, c'est pas ça que j'avais en tête, mais pourquoi il se sentirait persécuté? Parce qu'il pense il pense que je vais rien lâcher et tout. Vous lui envoyez beaucoup de SMS, de mails? Pas beaucoup, mais pas mal, quoi. Peut-être trop pour lui. Peut-être une fois toutes les 3 semaines, c'est trop pour lui. Ça dépend au fond vos attentes. C'est pourquoi c'est comme pour des choses et d'autres anodines en apparence. Des fois oui, et l'autre jour je lui ai envoyé un message en lui disant que je voulais pas être lourde à travers le mail que je lui envoyais, mais que j'aimerais bien qu'on ait un moment d'échange en tenant compte des possibilités des uns des autres pour que je puisse lui dire certaines choses dont j'ai besoin de me libérer. Parce qu'après, mais il le craint peut-être un peu, il en a peur au fond. Du coup, il m'a pas répondu à ce mail-là.
Ben oui, mais ça montre qu'au fond, et lui... après, je lui envoie un texto pour lui demander s'il veut bien prendre mon pouvoir à l'Assemblée Générale de la SOS dont on fait partie tous les deux. Il me répond, bon, d'accord. Mais tout est trop mélangé pour le moment, Vanessa. C'est-à-dire qu'à la fois vous-même, vous essayez de faire avec lui comme si, ça y est, hop, vous êtes passé à autre chose, on peut être amis. Et puis dans les faits, c'est pas si simple. Dans les sentiments, il faut être deux, il m'aime plus. Bon, non, mais Vanessa, donnez-vous du temps. C'est pas aussi, les choses sont jamais aussi carrées, définitives, heurtées, tranchées que ça. Donc, le malaise même qu'il montre, même pour des choses où vous ne parlez pas de vous, de votre relation, le temps qu'il met à vous répondre montre que justement le lien qu'il a avec vous reste compliqué, demeure compliqué, du fait de ce que vous avez vécu ensemble. Bon, ça montre que justement vous avez une place encore différente que les femmes qui peuvent voir dans le cadre de l'association. Donc, essayez de l'intégrer, donnez-vous un peu de temps, parce que là, ça sert à rien, effectivement, de lui courir après, entre guillemets, de lui envoyer des tas de mails et des SMS sous les prétextes les plus divers et variés. Et au final, ça vous maintient un peu, je trouve, dans une position douloureuse, un peu de dépendance par rapport à lui. C'est difficile, après, ça vous met dans une position où vous vous sentez rejeté parce qu'il ne vous répond pas. Oui, oui. Hein, c'est douloureux. Donc autant ne pas aller au devant pour le moment, parce que je pense que c'est pas parce qu'il en a rien à faire de vous. C'est justement parce qu'il a eu une histoire avec vous, qui s'est terminée, ça a été compliqué, que maintenant vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à passer une relation d'amitié. Si c'était aussi simple pour lui de son côté, bien sûr qu'il pourrait vous répondre tout de suite, bien sûr, pas de problème pour le pouvoir, vous voyez. Pourquoi c'est pas simple pour lui? Mais parce que est-ce que ça l'est pour vous savez, parce que parfois on quitte, on croit toujours évidemment que c'est plus simple pour celui qui quitte que pour celui qui est quitté. Non. Vous avez dû quitter parfois des personnes. Pour autant, après, c'est pas si simple. Ça veut pas dire parce que vous quittez quelqu'un que après cette personne-là, il est nul, vous voulez plus le voir. C'est parfois plus nuancé que ça, plus compliqué. Puis vous n'avez pas tout de suite envie de vous engager dans une relation d'amitié. Ça peut venir, mais plus tard. Donc, donnez-vous du temps. Et en tout cas, pour conclure, je dirais que vous n'avez pas à vous sentir coupable de la fin de la relation, parce que vous l'avez dit vous-même très bien d'ailleurs, vous l'avez dit que cet homme a pris des habitudes de vie, il vit seul depuis un moment, vous aussi peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin... vous avez déjà vécu en couple. D'accord. Donc, du coup, donc lui non, et vous avez raison, ça compte ça. C'est-à-dire à un moment dans son quotidien, votre présence en devenait presque un peu dérangeante entre guillemets, mais ça le perturbait, perturbante plus que dérangeante, perturbante. Il était perdu, et au fond il se rend compte que ça aurait pu durer si vous voyiez des week-ends. Mais bon, après il y a une frustration. Mais dans le quotidien, peut-être qu'il se rend compte aussi qu'il n'est pas prêt, qu'il le sera, mais qu'il le sera peut-être jamais, peut-être, oui. Il a déjà la moitié. Mais ce n'est pas lié à vous. Oui. C'est pas lié à vous, Vanessa. Et en revanche, là où vous pouvez vous donner un peu de temps, et en tout cas, arrêtez de lui envoyer des mails, des SMS. Prenez un peu de distance parce que je trouve que vous faites du mal avant tout à vous-même. Ah oui, mais et du coup, laissez un peu vous digérer ça. Les choses vont évoluer. Vous allez voir avec le temps, et vous pourrez peut-être à nouveau redevenir amis, et parce que vous avez plein de passions communes, et que là, ça se passera très bien et que cette relation vous apportera beaucoup. Mais pour le moment, c'est trop tôt. D'accord ? Ouais. Voilà. Ouais, il faut, c'est ça. Moi, cet été, je vais voir mes amis à Nice, mais je me vois pas du tout ne pas le voir, quoi. Enfin, c'est nul. Vous verrez. Cet été, c'est très proche l'été. Hein. On va être fin mai, donc. 14, non, mais vous êtes très ambivalente. Vous, au fond, vous aimeriez reprendre avec lui, mais vous pouvez pas décider toute seule de ça. Non, mais d'accord. C'est sûr. Et peut-être, qui sait, peut-être que vous reprendrez un jour et en vous voyant les week-ends. Mais en tout cas, vous sentez bien que c'est pas en lui mettant la pression, en y allant en passant en force. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc, il se sent persécuté, c'est tout. Le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être. Donc, prenez un peu de recul. Et vous, ça vous permettra aussi d'aller mieux, d'être moins en attente. D'accord ? Ouais. Bon. D'accord. Bon courage, bonne soirée, Vanessa. Et merci beaucoup, Caroline. Merci, bonne soirée à vous aussi.
Au revoir. Au revoir. Bonsoir Anne. Oui, bonjour. Bonjour ou bonsoir, comme on veut, c'est vrai. Bonsoir même, d'ailleurs, ça serait plutôt bonsoir. On ne sait pas, mais peu importe. Oula, vous avez mis un haut-parleur ? Non, pas du tout. Parce que le son est pas bon du tout. Je vous entends un peu loin, un peu... Vous êtes sûr que vous n'avez pas appuyé sur une certaine touche ? Ah oui, je confirme, le son est vraiment pas bon. Vous êtes en voiture ? Anne ? Anne, ma sœur Anne. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est beaucoup mieux, voyez ? Ah, voilà, j'avais mis le haut-parleur en fait. Ah, voyez. Pour écouter la musique. Voilà. Bon, là c'est mieux. Alors, je vous raconte mes misères. Dites-moi. Voilà. Alors, j'ai perdu ma mère le 17 décembre 2011 et mon mari le 19 décembre 2011. Oh là là. Donc, mon père et moi, on s'est retrouvés veufs tous les deux. Et puis, j'ai 2 frères, quand même. Et puis, j'ai aussi beaucoup de beaux-frères. Mais bon, et là, en ce moment, mon père, on avait tout fait pour le maintenir chez lui. Mais on m'a appelé mardi matin dernier en me disant que ça n'allait plus du tout, qu'il fallait que je vienne en urgence pour l'hospitaliser. Donc, j'ai fait la route, j'ai 8 heures de route, parce que moi, j'habite en Lorraine. Oui. Et lui, il habite en Provence. Oui, voilà. En effet. Et pourquoi c'était aussi urgent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a chuté ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a chuté et en fait, il a passé une nuit par terre. Et il s'est décidé à déclencher le truc que je lui avais... Oui, qu'on peut mettre comme ça autour du cou, on appuie sur le bouton et c'est relié à un service. Mais il avait toujours et il a passé quand même la nuit, la nuit il n'a pas pu appeler, il a perdu connaissance. Non, il n'a pas perdu connaissance, enfin bon, il n'a pas osé appeler la nuit. Oh, et il a eu très froid, enfin bref. Il a quel âge, votre père ? 85 ans, mais il a eu un AVC. Ah oui. Il y a 5 ans, juste avant la mort de maman. Et puis, donc, je suis descendue en catastrophe sur l'autoroute, 8 heures de route. Vous étiez seule ? Et puis, oui, je suis seule parce que moi, je suis veuve. Je sais. Oui. Non, mais vous auriez pu être accompagnée de nos enfants. Non, alors, j'étais accompagnée par mes chattes, mais elles... Ça leur plaît beaucoup moins la route. Ah oui, ça, les chats en voiture, à moins d'y être habitués, mais bon. Non, elles sont habituées, mais enfin, moi, elles aiment pas trop. Et puis... Et quand vous êtes arrivée, votre père était hospitalisé alors déjà ? Oui, il était hospitalisé. Comment va-t-il ? Écoutez, je trouve qu'il a beaucoup perdu au point de vue cognitif. C'est un peu... C'est angoissant, c'est perturbant aussi, cette nuit comme ça passée. Oui, mais de toute façon, comme il avait eu un AVC, mais on soupçonnait qu'il en faisait d'autres récemment. Oui, c'est ça, parce qu'ils vont... Des petits AVC, de rien du tout, Oui, mais enfin, c'est jamais rien du tout. Et puis, le fait de le mettre à l'hôpital, ça l'a encore perturbé un peu plus. Oui. Ce qui fait que maintenant, il est retourné en enfance. Ah bon ? Oui, un petit peu. Alors, il exige qu'on lui rapporte des montres. Alors, il a plusieurs montres au poignet. Il a toujours aimé les montres ? Il avait plusieurs montres, enfin, ou il a toujours aimé ça ? Non, pas spécialement. Il avait toujours une montre de marque, Oui, il aimait les belles montres. Oui, les belles montres, oui. Il aimait les belles montres, donc, bon. Non, mais pas non plus, Puis ça le rassure peut-être par rapport au temps aussi, par rapport à... Mais bon, moi je trouve qu'il a énormément baissé. Oui, ça a été difficile pour vous de le voir, il a beaucoup régressé là. Ouais, il a des couches maintenant, c'est... Oh là là. Oui, mais ça peut être ça peut être pendant le temps de l'hospitalisation, ça peut être s'il était dans un autre cadre, il pourrait peut-être reprendre, vous voyez, c'est-à-dire que là il y a eu un choc, il peut y avoir je sais pas ce que vous disent les médecins après tout, est-ce que sa chute est due à quoi? Les médecins sont assez
Moi, je les trouve assez durs et assez violents. Ils me disent, bon de toute façon, il retournera pas chez lui, c'est clair. Chercher. Donc maintenant, il faut que je cherche une EHPAD pour l'accueillir et c'est très très difficile de trouver une EHPAD. Oui. Voilà. Vous êtes un peu aidé par justement vous, parce que c'est bien beau, ils vous disent ça, mais ils peuvent vous faire des courriers. Vous avez vu, enfin, ils sont confrontés à ces situations. Non, je me suis pas trouvée très aidée. On m'a donné un dossier que j'ai tout de suite, que je me suis un peu excitée à remplir. Et puis en fait, on m'a dit, mais il n'y a pas que ça, il faut en faire beaucoup d'autres. Et ça, je savais pas qu'il... Il faut faire beaucoup d'autres démarches, vous voulez dire? Et vos frères vous aident, puisque vous avez deux frères? Non, alors justement, c'est ça qui me, ça va pas, me déprime beaucoup. C'est que là, il y a eu quand même deux ponts. Oui. Et pourtant, on s'entend bien avec mes frères. Hein. Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et ils avaient quelque chose de prévu déjà? Oui, alors il y en avait un qui avait une virée moto à faire. Et puis l'autre qui avait un week-end en famille à faire. Donc, voilà. Ils m'ont laissé seule. Mais moi, donc. Mais il faut leur demander un peu. Vous dites vous êtes trop seule. 800 kilomètres. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, il peut y avoir un événement familial. En ce moment, c'est beaucoup le mois des baptêmes, des communions, voilà, c'est difficile parfois de reporter tout. Mais enfin, je veux pas dire, mais une virée moto, des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent se reporter à un moment où vous êtes venus. Mais puisque vous vous entendez bien avec vos frères, vous pouvez, n'hésitez pas à leur dire, moi, je m'en sors pas. Les médecins nous disent que papa ne pourra pas rentrer chez lui. Ils me demandent de trouver une EHPAD. J'ai besoin de vous là. Seule, je ne m'en sors pas. Oui, mais à chaque fois. Et puis en plus, il faudrait pas après. Tous les soirs, ils sont gentils, hein. Ils m'appellent tous les soirs en me disant, oh là là, ma pauvre. Ben non, mais ils ne font pas la démarche de me dire, on va venir. Est-ce que vous leur demandez? Ben non, parce que j'ai pas. Mais il faut leur demander. Ben non, mais oui, parce moi, je préférais que ça vienne d'eux. Oui, mais si ça ne vient pas, d'eux, je comprends, bien sûr, vous aimeriez que spontanément ils vous disent, on vient, on va voir ça ensemble. Mais écoutez, puisqu'ils ne le font pas, eux, ils ont leur vie de famille et autres, ils considèrent peut-être que parce que vous, maintenant, vous êtes veuve, vous êtes plus disponible, mais c'est leur père aussi. Mais c'est moi, leur j'ai père 3 enfants. C'est ce que j'allais dire. Puis de toute façon, quand bien même, vous avez aussi votre vie, votre état de fatigue, votre stress par rapport à cette situation. Et puis c'est votre père à tous les trois. Donc il faut pas que ça repose que sur vos épaules. Vous leur dites, moi vous pouvez même dire, c'est une décision quand même lourde de responsabilité que je ne veux pas assumer seule. J'ai besoin de votre avis, de vos conseils et qu'on soit plusieurs, quitte à aller visiter des établissements, ou à constituer le dossier. La décision de le mettre en EHPAD, parce que mon père avait toujours refusé. Il avait dit plutôt crever quand je lui disais ça, plutôt crever. Et quand il a été et là, qu'est-ce qu'il je lui ai dit, papa, il va quand même falloir que tu signes quelques papiers. J'ai fait un petit mensonge. Je lui ai dit, écoute, tant que tu ne marches plus, tu vas en EHPAD, mais dès que tu marches, tu rentres chez toi. Sachant qu'à mon avis, il marchera plus jamais, quoi. Mais en est-on sûr? Parce que, vous savez, il faut savoir, c'est-à-dire, pourquoi il ne marcherait plus jamais? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les médecins? Il a eu à nouveau un AVC, quelque chose qui... Non, il n'a plus aucune tonicité au niveau des jambes. Oui, mais il peut perdre très vite. Ça fait combien de temps qu'il est hospitalisé, votre père? Ah, mais il avait déjà plus aucune tonicité dans ses jambes. Et comment il faisait alors pour rester chez lui? En déambulateur? J'avais mis en place... un déambulateur? Il y avait un déambulateur, une chaise roulante,
D'accord, oui, c'était déjà avant. D'accord, oui, non, j'avais pas mesuré que déjà avant cette chute, il avait ce problème-là. Donc, parce que c'est vrai que les muscles fondent très vite, et puis particulièrement, évidemment, chez les personnes âgées comme ça. Donc, oui, donc déjà, il y avait un peu un système, pas d'hospitalisation à domicile, mais on lui livrait ses repas. On faisait le maximum. Oui, je comprends. Hein, ouais. Bon, vous avez fait un pieux mensonge, oui, pour ne pas. Comment il a semblé réagir ou pas trop d'ailleurs, parce que au fond... il a l'air un peu. D'abord, je trouve qu'il retombe un peu en enfance en ce moment. Comment ça se fait? Par exemple, il a exigé d'avoir 2 montres à son poignet. Bon, il faut lui donner si ça le rassure, ça lui fait du bien. Voilà, il faut donner tout ce qui peut le rassurer. Et puis peut-être qu'il apprécie aussi un peu d'être pris en charge. Il manifeste pas, il est pas agressif, il est pas. Avec moi, il l'est un peu. Un peu. Oui. Parce que je veux pas tout le temps rentrer dans son truc, quoi. Oui, et est-ce qu'il est avec le personnel soignant, ou qu'est-ce qu'elles vous disent, les infirmières? Alors le personnel soignant, il y en a certaines qui sont adorables, c'est des rayons de soleil. Oui. Et puis d'autres qui sont assez rudes. Hein, bon. On lui a mis des couches, ça c'est tout nouveau. Oui, mais ça malheureusement parfois on en met même à des patients qui demandent à aller aux toilettes, et alors là c'est un peu différent puisque vous dites qu'il n'a plus de tonicité du tout au niveau de ses jambes. Donc il ne peut pas se lever lui-même. Alors on peut évidemment pas donner le bassin, mais à quelqu'un où c'est provisoire. C'est ce qui est embêtant, c'est qu'après oui ça va vite dans la régression, quoi. Et lui il s'en plaint. Est-ce qu'il s'en plaint, votre père Non, il a l'air très résigné. Oui, il est un peu mais abattu. Il a l'air triste, hein. Oui, malgré tout. Ouais. Et puis, là, quand je suis rentrée de là-bas aujourd'hui, j'étais triste, quoi. Mais il peut peut-être un peu récupérer, parce que vous savez, s'il se trouve même dans une structure un peu spécialisée, à l'hôpital, malheureusement, parfois par manque de personnel, manque de temps, c'est la solution de faciliter les couches. Alors, je ne dis pas là, en plus, dans le cas parfois c'est choquant. Il y a dans certains services, on a des personnes qui demandent et puis on n'a pas le temps, on met les couches dès qu'elles dépassent un certain âge. Là, votre père a un problème il ne peut pas se déplacer seul sans déambulateur. Mais dans des chambres, adaptées, on peut essayer de maintenir. Vous voyez, il y a des structures EHPAD qui maintiennent le plus longtemps possible l'autonomie de la personne, et ça passe par la continence, parce que c'est très important moralement, hein. Oui, bien sûr. C'est très important. Et c'était Patrick Pelou qui en parlait dans une de ses chroniques, d'ailleurs, d'une amie gériatre qui avait bataillé avec une maison comme ça de retraite pour amener certains pensionnaires. C'était une très belle chronique au bord de la mer. Elle avait envie de les sortir un peu, ces pensionnaires. Et elle avait dû batailler avec l'administration. On disait, vous n'y pensez pas, ils sont très dépendants, ils sont incontinents. Bon. Et elle dit, elle avait réussi finalement à obtenir ces autorisations. Elle avait amené un certain groupe de personnes âgées. Eh bien, elle les avait vues se transformer au cours je crois que c'était un long week-end, j'ai plus souvenir dans les détails, mais elle disait que des personnes âgées qui justement étaient incontinents étaient redevenus continents à partir du moment où ils étaient dans un autre lieu. Donc, vous savez, le problème c'est qu'après, oui, ça peut dégringoler très vite. Oui, mais si on n'encourage pas aussi tout ce qui est signe un peu. Le fait qu'il ait été mis à l'hôpital, moi j'ai déjà eu l'impression je lui mettais un couteau entre les épaules, quoi. Hein. Il a quitté sa maison. Bon, ça a été très dur, la maison dans laquelle il a vécu. C'est normal, parce que qu'est-ce que vous voulez, c'est triste pour lui, c'est triste pour vous, parce que vous vous dites à ces âges-là, évidemment, quand ils quittent leur maison, ils se disent j'y reviendrai plus, quoi. C'est vraiment pas drôle. C'est pour ça que les objets auxquels il tient, lui reconstituer, vous voyez, c'est important. Lui apporter des photos. Des douceurs aussi, des choses qu'il aime, ou des petits plats qu'il aime bien, peut-être.
y a presque pas de place dans ces chambres d'hôpital. Non, mais peut-être que s'il est en EHPAD, vous pourrez lui amener sa EHPAD, pâtisserie favorite, facile, voyez, des choses comme ça, tout ce qui... Vous savez, même dans les EHPAD, ils autorisent un peu de vin, un peu de... Vous voyez, si ça peut... Tout ce qui donne de la saveur à la vie, quoi. À la vie, vraiment, parce que... le problème, c'est qu'on m'a dit aujourd'hui, alors que moi, j'avais déposé un dossier de demande d'EHPAD immédiatement en arrivant, puisque moi, j'habite à 800 km de Mais comment vous faites? Alors, vous vivez dans la maison de votre père en ce moment? Non, il se trouve que j'ai une résidence secondaire à côté. D'accord. Et aujourd'hui, on m'a fait comprendre que ça pouvait éventuellement prendre 8 mois. Et moi, mais qu'est-ce qui se passerait alors entre-temps? Je me vois pas passer 8 mois ici toute seule, quoi. Et 8 mois pendant lesquels il pourrait revenir chez lui, mais avec une hospitalisation? Non, il peut pas revenir chez lui. Et qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il resterait à l'hôpital. Oh, c'est long, 8 mois d'hôpital. Il y a Margaret qui, elle, avait vu, c'est l'assistante sociale de l'hôpital qui lui avait donné des listes d'EHPAD pour sa maman. C'est ce que dit aussi Cathy. Elle dit l'assistante sociale, qui peut vous aider. Cathy qui dit c'est pas facile de choisir. C'est pour ça que ça serait bien d'impliquer vos frères aussi, parce que déjà moralement c'est lourd, quoi. C'est vous aussi, c'est déprimant ces situations. Faut pas que vous portiez ça toute seule. Vous voyez, essayez de les impliquer. Oui, mais un peu. Mes frères n'ont pas l'air de. Dites-leur, ne portez pas tout sur votre dos, dire c'est dur. Alors oui, ma pauvre, mais ça suffit pas. Et s'il s'agit de leur dire sans agressivité, dire oui, c'est vrai que c'est difficile, et c'est des moments vraiment douloureux, on serait pas trop de trois. Et ça serait bien, j'ai besoin de vous. Ça, je l'aurais déjà dit. J'aurais besoin de vous, et puis même pour votre père, qu'il ait ses fils autour de lui, qu'il ait des visites, qu'il sente qu'il y a la famille autour de lui. Pour le moment, les visites qu'il a eues, c'est les visites de mes enfants. Il a aussi d'autres petits-enfants du côté de vos frères. Alors, dites-leur gentiment, mais un peu fermement, en disant, vous savez, c'est pas drôle pour papa, et il a besoin d'être entouré. D'accord ? Oui. Et puis peut-être, on ne sait pas, il peut y avoir finalement dans ce délai d'attente une place qui est disponible. Il y a peut-être, vous voyez. Il y a des personnels qui sont adorables dans l'hôpital où il est, et d'autres qui sont odieuses. Mais ça c'est comme vous savez un peu partout, dans tous les services. Il y a, c'est vrai qu'il y a des, c'est vrai, mais il faut compter sur justement aller vers ceux qui sont vraiment très pleins de, comme vous dites, qui sont des rayons de soleil, et c'est vrai qu'ils arrivent dans les chambres en souriant, plein d'empathie, vous appuyez aussi un peu sur elle, sur des conseils, ou demandez comment est votre père aussi avec elle, parce que peut-être que lui au fond est un peu rassuré aussi d'être pris en charge, surtout après cette nuit qu'il a passée, de ne pas être seul. Vous voyez, il a entre le père qui vous disait il y a encore quelque temps aller en EHPAD plutôt crevé, et puis aujourd'hui votre papa qui malheureusement est plus diminué, plus fatigué, plus. Vous voyez, c'est un âge où parfois malheureusement les situations peuvent évoluer en quelques jours, quelques semaines. Donc peut-être qu'il ne vit plus lui aussi les choses de la même façon. Vous voyez, parce qu'il a perdu aussi de sa vivacité, voyez, donc c'est peut-être, c'est douloureux aussi beaucoup pour vous, c'est douloureux aussi, c'est dur de voir, c'est des moments difficiles, de voir ses parents diminuer, et puis ça renvoie à des choses un peu déprimantes. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez quand même l'appui aussi, un appui familial, et que vous ne portiez pas tout toute seule. Dites-leur à vos frères. Vous avez de bonnes relations en plus avec eux, donc impliquez-les, d'accord ? Ça ne fait pas que les deux ponts récents. Alors il y en a un, il faisait une virée moto, il y en a un, il avait là, il y a le pont là, il y a le pont de la Pentecôte. Donc vous dites, moi j'aimerais là, franchement, il y a, ou vous dites même, papa, ça serait bien, il vous réclame, ce serait bien que vous veniez, d'accord ? Bien. Bon courage, Anne. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline.
Au revoir. Et c'est Dorothée qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Dorothée. Bon, je vous retrouve. Je vous avais appelé il y a 2 ans. Oui. Au sujet d'une relation dans laquelle j'étais et vous m'aviez donné d'excellents conseils. Malheureusement, depuis, il m'a demandé en mariage il y a 1 an. Ça se passait bien entre nous. Et puis, quelques semaines après, il s'est mis à m'insulter du matin au soir. Donc j'ai pas compris, j'ai passé une année absolument épouvantable. Brutalement comme ça, il a changé d'attitude et ouais, du jour au lendemain. Et des insultes, il était hyper méprisant à mon égard. Tout ce que je disais était débile, tout ce que je faisais était pas assez bien. Et il n'y avait pas eu un événement particulier, une colère, enfin non. Alors si, moi j'avais eu la trouille après les attentats de janvier. Et et puis effectivement, comme nous tous. Ouais, mais c'est vrai que j'avais viré un peu complotiste, mais c'était dans l'angoisse. J'ai passé 3 mois terré dans le fond du placard, quoi. Comment ça, voilà. Vous dites, vous avez passé 3 mois terré, c'est-à-dire que vous n'osiez plus sortir? Ah non, je n'osais plus rien faire. Donc j'ai commencé à avoir un. Mais vous étiez présente sur certains lieux des attentats? Non. Non, c'était totalement excessif. Enfin, ça a provoqué une angoisse absolument majeure. Et voilà. Et en fait, il n'a pas supporté. Ça l'a angoissé, en fait, certainement, aussi, lui, de vous voir si mal. Et c'est lui-même quelqu'un qui est extrêmement angoissé, au point qu'il en a des mouvements involontaires. C'est très, très compliqué dans sa vie. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours été là pour le rassurer. J'avais pris soin de lui. J'étais là quand il avait fait des dépressions, etc., etc. Et puis là, du jour au lendemain, quelques semaines après la demande en mariage, il s'est mis à m'insulter en permanence. Et donc, évidemment, ça n'a pas apaisé mes angoisses. Ça les a au contraire exacerbées, parce que moi, vous aviez besoin d'être rassuré, et en fait, lui, qui a déjà un tempérament très anxieux, a dû être très déstabilisé par votre changement d'attitude, puisque c'est allé très loin chez vous. Vous êtes fait aider, vous ça va mieux depuis? Un peu, mais le problème, c'est que j'avais trouvé un excellent médecin. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la foulée, j'ai commencé un nouveau boulot qui est à 1 heure de chez moi, entre 1 heure et 1h30 de chez moi. Et du coup, je pouvais plus caser ça. J'étais épuisée, quoi. Épuisée, oui. Épuisée par les insultes permanentes, parce que les week-ends, mais j'en c'est avais pas possible, le dos complètement cassé. Oui. Et voilà. Et en fait, il y a 1 mois et demi, du jour au lendemain, les insultes ont cessé. Mais du jour au lendemain. Donc le premier jour, j'étais surprise. Le deuxième jour encore plus. Le troisième jour, je ne revenais pas. Et puis, il n'avait pas l'air très heureux, mais il m'insultait plus. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as insulté pendant 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il m'a dit, j'ai décidé de me sevrer de mon médicament. Et en fait... Vous ne saviez pas qu'il prenait un traitement? Non, je ne savais pas qu'il prenait un traitement, c'est un neuroleptique. Ah oui, c'est un traitement lourd qu'il prend. Ouais. Et en fait... Et puis, effectivement, la date de début correspond au début des insultes. Il a commencé quelques semaines après la demande en mariage. Et en fait, donc moi, j'ai essayé de l'aider dans son sevrage en me renseignant sur les plantes, etc., etc. Et puis d'ailleurs, je pense que j'ai fait la bonne chose. Et là-dessus, il a quand même pas supporté le sevrage. Il n'a pas pu attendre que les plantes fassent effet. Et il est parti en 1 minute du jour au lendemain, d'une minute sur l'autre en m'insultant. On revenait du marché, on avait fait des courses pour le déjeuner, il s'est barré. Et du coup, il est parti chez ses parents, qui sont des gens, qui l'ont beaucoup maltraité dans son enfance, qui ont saccagé en partie son premier mariage, qui se sont pas privés de dire des trucs absolument délirants à mon sujet, et faux en plus. Allô? Je vous écoute, attentivement. Je pensais que j'avais perdu la communication. Non, pas du tout. Et en fait, il est allé se réfugier chez eux pendant 10 jours. Et puis ensuite il est revenu, il a décidé de s'installer chez sa grand-mère. Les 10 minutes où on s'est vu, il m'a imposé la présence de son père qui était menaçante, qui était vraiment odieuse.
Et moi, je suis complètement larguée. Enfin, je veux dire, je me retrouve dans un appartement. Donc depuis, alors parce que malheureusement il est minuit 53, donc je vais devoir un peu accélérer pour voir un peu où vous en êtes. Depuis, vous ne vivez plus ensemble? Non. Bon, ce garçon va mal là, dans ce que vous décrivez. Il va très mal. D'ailleurs, s'il prend des neuroleptiques, c'est un traitement très lourd. Donc vous ne saviez peut-être pas, vous l'avez découvert à cette occasion. C'est qui lui avait prescrit? Un généraliste, un psychiatre? Non, c'est un psychiatre. Bon. Donc déjà, des neuroleptiques ne s'interrompent pas du jour au lendemain. Non, ça on est bien d'accord. En plus, et ça ne se substitue pas avec des plantes, avec de l'homéopathie. Non. Ça ne pouvait rien faire. Ça partait d'une bonne intention de votre part, hein. C'était pour l'aider à passer le sommeil. Bien sûr, mais bon, vous voyez, l'homéopathie, c'est très bien quand on a des troubles mineurs, mais si le psychiatre prescrit des neuroleptiques, c'est que derrière, il y a quand même des troubles qui nécessitaient une prise en charge importante et qui peuvent expliquer. C'est pas moi qui lui avais fait arrêter le médicament. Non, mais qui peuvent expliquer aussi ces mouvements d'agressivité là et ces changements d'humeur. Il y a autre chose. Il ne vous a jamais parlé de troubles psychiques, de quoi il souffrait ça n'était pas abordé, ça? Il a été un peu sous l'emprise d'un médecin généraliste qui pensait tout savoir et qui a cassé notre sexualité en lui donnant à l'époque un médicament, dont un sexologue m'a dit ensuite que c'était donné pour les éjaculateurs précoces, donc c'était normal qu'il n'y ait plus rien entre nous. Donc moi, je m'en étais pris plein la figure pendant 6 mois à essayer de le décrocher de ce généraliste. Parce qu'en fait, il a, je peux pas en parler trop ouvertement, mais il a un symptôme qui, du coup, l'handicape énormément au boulot. C'est très spectaculaire. Et effectivement, à partir du moment où il avait plus, c'est des mouvements involontaires très spectaculaires. Et il souffre pas de Gilles de la Tourette, votre. Non, on y a pensé. Et justement, c'est après. Parce que ces mouvements involontaires, ces insultes, parfois. Non, on a vu le meilleur service à Paris là-dessus. Et justement, c'est à la suite de ça, parce qu'on avait eu une consultation pluridisciplinaire, et c'est à la suite de ça qu'il y a la psychiatre qui faisait partie du groupe qui lui a dit vous avez pas un Gilles de la Tourette, mais je vais vous suivre. Et elle avait dit qu'elle ferait une thérapie comportementale. Bon, donc moi, ça me paraissait génial. Et puis à ce moment-là, je me suis dit j'arrête de faire la maman. Là maintenant, je retrouve mon rôle de femme. Et donc j'ai complètement, et puis j'ai commencé mon nouveau boulot, et puis donc je l'ai laissé libre, parce que cette femme m'avait donné confiance, que la consultation pluridisciplinaire où ma présence était obligatoire, ça voulait dire que j'étais pas exclue du truc, qu'on allait quand même m'entendre si j'avais des choses à dire. Et en fait, au lieu de thérapie comportementale, elle lui a donné des neuroleptiques, et puis elle s'est contentée de le voir 1 fois par mois pour renouveler le traitement. Bon. Aujourd'hui, vous en êtes où avec cet homme? Il est dans le déni. Il pense que, il ne voit que les effets qu'ont eu sur moi les insultes, mais il nie les insultes. Là, il a repris son traitement. Il déménage ce week-end. Il prend un appartement à lui. Et moi, je peux pas, quoi. Moi, je me retrouve dans une merde noire, parce que pour lui, j'avais lâché ma sécurité. Donc là, je gagne 1500 balles. Donc, je peux pas rester à Paris. Je peux, à moins d'avoir une chambre de bonne à 40 km de Paris, parce que pour 500 balles, il n'y a plus que ça. Vous allez reprendre petit à petit les choses, mais visiblement, avec votre ami ne va pas bien. Votre ami ne va pas bien du tout. Vous n'êtes pas en cause, il y a des troubles plus inquiétants en arrière-plan. Vous avez pensé, évidemment, vous réagissez en tant que compagne, hein, vous n'êtes pas son médecin, vous n'êtes pas son thérapeute, même si vous avez voulu voir derrière ça, peut-être comme on fait tous, vous aimez cet homme, vous avez minimisé, mais semble-t-il peut-être que aussi les choses s'aggravent. Surtout s'il arrête son traitement du jour au lendemain. Il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'au fond, oui, ça remet en question, bien évidemment, votre relation. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le moment, Dorothée, si ce n'est vous occuper de vous? Voyez, lui, vous verrez bien après comment sa situation évolue, comment il évolue sur le plan psychique. Mais pour le moment, vous ne pouvez que vous protéger, vous. Il me propose de partir en week-end le week-end prochain. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, vu ce que vous décrivez, je ne sais pas si c'est une bonne chose.
S'il a arrêté son traitement, s'il a enfin... Non, là, il l'a repris. Oui, mais enfin, d'ailleurs, quand vous me parlez de lui, vous me parlez, il y a les médecins, les traitements qui interfèrent. Je pense que peut-être, vous pourriez en parler, demander un rendez-vous avec un médecin psychiatre et peut-être qu'on vous explique un peu les choses. Parce qu'évidemment, c'est normal, en tant que compagne, peut-être que vous sous-estimez la gravité de la situation. Peut-être, mais... Bon, donc pour le moment, vous ne pouvez que vous occuper de vous, mais vous découvrez, et peut-être que c'est mieux de le découvrir avant de vous marier, qu'il ne va vraiment pas bien, et à quoi êtes-vous prêt, dans quoi vous vous engagez, vous voyez, parce qu'il n'est pas responsable de ça, de son état. Je ne sais pas de quoi il souffre moi-même, mais la psychiatre avait envisagé un Gilles de la Tourette, vu ce que vous décrivez, ça l'évoquait. Maintenant ils se dirigent vers autre chose, vous ne savez pas quoi, mais enfin il y a quelque chose d'assez lourd. Voilà, il s'agit pas, je n'en sais pas plus que vous, mais ça semble assez lourd dans ce que vous décrivez. Donc peut-être vous de votre côté voyez quelqu'un, allez parler un petit peu et protégez-vous. Ça me paraît pas très prudent de partir en week-end là, vu tout ce que vous décrivez. D'accord. Vous pouvez faire le point dans quelques temps et voir de son côté comment il évolue. Et puis peut-être voir un médecin pour qu'on vous explique un peu les choses. D'accord ? Pour poser un peu les choses. Bon courage. Je peux pas, je ne peux pas. Là, je ne peux pas répondre à votre question. Vous comprenez bien ? D'accord. Je comprends. Bon courage, Dorothée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle nuit, un bon week-end de Pentecôte. Ce week-end, vous retrouvez Sophie Peters. Lundi, c'est Roland Pérez qui sera à vos côtés. Et moi, je serai de retour mardi.